Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Quand vous voyez le mal, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voyez le mal, quelle est votre réaction? Mais nous, notre vœu le plus cher, c'est que tout le monde doit s'intéresser au mal et bien sûr remplacer ce mal par le bien. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 17 août de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Au cours des 2 heures à venir, nous allons décrypter l'information. Et comme on aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Toute mon équipe est en place encore pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Et on espère bien sûr que vous êtes assez nombreux devant vos petits écrans et sur Facebook, sans oublier bien sûr WhatsApp, pour avoir vos réactions. Il faut rêver sans laisser son rêve être son maître, penser sans n'être qu'un penseur, disait Rudyard Kipling dans Le Voyage du colonel Bramble. On espère également pour vous qui êtes à la maison que vous allez passer une très bonne semaine. D'ailleurs, nous vous souhaitons bon début de semaine et j'espère que vous allez arriver jusqu'au sommet. Peu importe ce que les gens vont dire. D'ailleurs, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, eh bien qu'est-ce qu'on fait du présent? On en profite. Les 2 mousquetaires sont là ce matin justement. Bonjour Mangué Vernachus. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. J'espère que le week-end a été. It was a very good weekend, Steve. Bon, j'espère que, comme vous dites, un cool week-end. Toujours comme ça, souvent, les week-ends sont toujours aussi cool. Not always, not always. Pas toujours, on vous comprend parfaitement. Yes, Steve. J'espère que la famille, tout le monde va bien. Steve, we are upright and kicking. En tout cas, si vous êtes là ce matin, c'est pour le travail. Njok, Alain, Jackson, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, et bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. C'est pas la grande forme, vous voyez que je parle avec... Mais j'espère seulement que ce n'est pas le coronavirus. Hein. Non, pas du tout. C'est juste une grippe, j'ai chopé une grippe pendant le week-end et donc c'est pas la grande forme depuis ce matin. J'espère seulement que vous allez aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Absolument. Bienvenue messieurs, vous également qui êtes à la maison, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, c'est la revue de presse, la première partie, en langue anglaise avec Mangué Vernachus. For this first day of the week, Monday, 17th of August 2020, we begin a review of what newspapers have from the government-owned Cameroon Tribune talking about the crimes of secessionists. The paper on pages 2 to 3 says, after the reaction of government following the killings of 2 young women in the northwest and southwest region, France, the United States of America, and the United Kingdom, through their diplomatic representations, have denounced the wild attacks directed towards civilians. In education news, Secondary Education Minister prohibits whole-day classes. The decision taken last Friday goes in line with government barrier measures against COVID-19 pandemic. And on page 6, the paper talks of brighter proposals for ex-fighters as the national coordinator of the DDRC, Fayengo Francis, last Friday disclosed plans on the construction of big vocational training centers in Bamenda and Boya, as instructed by the head of state. And the centers will accommodate ex-fighters who would be trained in different vocations to render them autonomous for societal integration. The Post newspaper opens today telling us of mass arrest sweeping across Moyuka after gruesome killing of a woman. Separatist leaders demand independent investigations into the heinous crimes after global outrage. The paper quotes the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon who says, crises have derailed our youth into unproductive and wasteful activities. And on page 10, the University of Boya's Department of Journalism and Mass Communication records another monumental feat with 2 Stevens defending their PhDs. The Star newspaper, coming back to the barbaric killings of a 25-year-old woman in Moyuka, brings to us the confessions of an in-law debunking social media narrative of family retaliation, indicts separatist fighters, and lament over mass arrest of innocent civilians by the defense forces.
The Horizon newspaper on the atrocities in the Northwest and Southwest region says Human Rights Watch wants international sanctions against separatists. In a similar story, the paper says a coalition to end the war in the Northwest and Southwest regions condemns as unacceptable violence on both sides and urges institutions of negotiated process. Then on the allegations of mismanagement and hunger at the DDR centers, the paper tells us that the center debunked the allegations. It is the same story. The Eden newspaper opens with today saying the center debunks claims of poor management and embezzlement. On page 3, the paper says Southwest Chiefs Council pledges to join Soweda in the reconstruction and development of the Southwest region. We read that in the Eden newspaper. The Herald Tribune, talking about the barbaric killings in the Northwest and Southwest region, talks of widespread condemnation of atrocities by suspected Amba fighters. On the DDR saga, the paper says ex-fighters say they are treated like kings and queens at the DDR center. We take the Chronicle Times newspaper. In an exclusive publication today, tells us that Chris Ano's ransom receiving account has been uncovered. And in the Moyuka slaughter, the paper tells us how Sako Ikome ordered the assassination of Comfort Tumasang. And the paper on the same issue revealed to us how Amba struggle has been transformed into a demonic sect. The Newswatch newspaper has their focus today at the Special Criminal Court, saying there is panic as no-nonsense judge takes over. The paper tells us that Justice Annie Noel Batende holds the record as the only judge in Cameroon to have ordered the arrest and detention of a sitting minister. Fighting COVID-19 pandemic, police and gendarmes to reinforce mandatory wearing of face masks across the country. We read that story in today's edition of the Newswatch newspaper. Cameroon Insider newspaper, besides talking of outrage and condemnation across the board on recent barbaric acts in the Northwest and Southwest regions, tells us on page 3 that the number of screened people for COVID-19 pandemic hit 200,000 mark, with the Prime Minister saying early detention of potential patients remained primordial in the fight in Cameroon. Out of Cameroon, we begin from South Africa with the Sowetan Live newspaper that says dozens of Swane University of Technology Soshangovi campus students say they have not been paid their National Students Financial Aid Scheme accommodation allowances for 7 months. The students who live on an off-campus private accommodation are locked in a dispute with the university over a policy adopted last year prohibiting them from using unaccredited private residence unless those accredited are full. East of Africa, the New Times newspaper in Rwanda tells us that 2 city markets in Kigali have been closed over COVID-19. This takes effect from this Monday, August 17, and will last for 1 week as the government seeks to control a sudden spike in new infections in Kigali. In Zimbabwe, the Herald newspaper tells us that the government has dismissed as potential false claims by exiled former cabinet minister Professor Jonathan Moyo that the National Oil and Infrastructure Company received $1.2 billion loan from a foreign company, Suffolk International. And the Minister of Finance and Economic Development Permanent Secretary yesterday said no such deal was ever signed. In Kenya, the Daily Nation newspaper says private universities are being rocked by severe funding crisis. The paper says the government has been in a deal with private universities to decongest them by selecting students and paying their fees. This, the paper says, has failed to yield the expected results, especially within the COVID-19 period. The Daily Monitor newspaper on their part tells us that Uganda has registered 66 new COVID-19 cases, the highest number ever recorded in a day. The Sunday figure brings the total number of cases to 1,500 in Uganda. And the next door Nigeria Business Day newspaper tells us that Nigerians are dying
on account of medical negligence in hospital, as government looks away with all focus now being on COVID-19 pandemic. Out of Africa, the Guardian newspaper in Britain tells us that Prime Minister is under pressure as criticism of exams fiasco grows from all sides, with the MP for North Dorset saying this is beyond a joke and that this is a mark of naive incompetence. We end with the Daily Telegraph newspaper on the same issue, telling us that the Watchdog Board split over a logarithm which members fear has led to loss of public trust concerning the exams saga in the United Kingdom. Steve, these are some of the information that we have from Cameroon, some African countries and some European countries. Quand on regarde la grande une de Daily Telegraph, où bien sûr on voit une grande pancarte pour dire le gouvernement nous a menti. That the government has actually deceived them on the exam fiasco in the United Oui, Kingdom. c'est justement ça ce qui se passe du côté du Royaume-Uni. On va pas également oublier ces grandes unes de nos journaux et quotidiens, surtout de langue anglaise, qui reviennent toujours sur la grande une de tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'horreur de cette vidéo de Mouyouka. Et bien d'ailleurs, des médias nous fait savoir que cette vidéo a eu l'indignation du monde entier. On a d'ailleurs vu la sortie du président américain Donald Trump qui a d'ailleurs déclaré haut et fort que cela était une boucherie et que ce genre de choses ne doit plus être vu. D'ailleurs au Cameroun, le Garden Post également revient toujours sur cette boucherie de cette dame qui a été, il faut le dire, décapitée du côté de Mouyouka. Et nos confrères nous font d'ailleurs savoir qu'il y a même encore une autre vidéo qui pourrait justement être aussi grave que celle de la première, qu'on pourrait justement donner à l'actif des Zamba Fighters. On espère tout simplement que les choses vont s'arranger de ce côté-là. Allons-y voir ce que nous ont préparé en tout cas les journaux et quotidiens de langue française avec Alain Diok ce matin. Commençons par le journal Singang. Tension autour du dossier foncier de la vallée du Thème. Le Minicaf apaise et rassure. En plus d'avoir suspendu les effets du contrat de bail provisoire entre l'État et Neo Industries, la seconde mesure conservatoire décidée par Eyebe à Yissi vendredi dernier est la suspension de ses fonctions du délégué départemental de la vallée du Thème, Hubert Kibon. Pour le gouvernement, toutes les options demeurent sur la table dans le cadre des concertations approfondies et élargies avec les populations locales prescrites au préfet. Le quotidien Mutation présente la vallée du Thème comme terre d'orgueil suite à l'opposition des populations locales. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières suspend jusqu'à nouvel avis les effets du contrat de bail entre l'État du Cameroun et la société Neo Industries. Le gouvernement exige donc un consensus préalable avec les riverains, nous dit le journal. Un autre scandale, c'est celui de la gestion du PDCVA dans l'agrobusiness et l'agriculture. Titre le quotidien Le Messager. Le journal nous fait savoir qu'un rapport de la Banque africaine de développement sur le projet de développement des chaînes de valeur agricole relève d'énormes dysfonctionnements dans les lignes budgétaires. À la une du quotidien Cameroun Tribune, crime sécessionniste, l'indignation des pays amis après la réaction du gouvernement suite donc au meurtre cruel des deux jeunes femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, à travers leurs représentations diplomatiques, dénoncent ces attaques sauvages dirigées contre les populations civiles, nous dit le journal. La Voix du Centre, le journal de la francophilie, dénonce Justine Diffo dans sa série Union européenne More Women in Politics, dans son épisode 4. Le témoignage d'un volontaire du projet « On ne nous a rien donné, même pas un faux billet de banque ». L'Union européenne, bailleur de fonds, fait la sourde oreille, nous dit le journal. À la une du journal Ecomatin Industrie, Alucam absorbe Socatral. Autre chose à retenir ce matin, c'est la suspension de l'extension de l'APE. Le journal se demande si le Cameroun a respecté la procédure. Selon le journal, les responsables de l'Union européenne rassurent que non. La partie camerounaise dit pourtant avoir agi en conformité avec les dispositions de l'accord qui régit les relations commerciales avec la communauté européenne depuis 2016. Le journal publie justement des extraits de cet accord.
Défi actuel s'intéresse à la monnaie CEMAC, les préalables de la réforme du franc CFA. En effet, selon le journal, le pilotage de la réforme du franc CFA par les dirigeants de la sous-région à l'exclusion de la France, la réduction du nombre de communautés régionales, la définition des critères rigoureux de gestion budgétaire sont autant de conditions à remplir pour une réforme réussie du franc CFA dans l'intérêt des peuples, nous dit le journal. Mission de la CEMAC, Jeune Afrique dans le complot, titre le journal Intégration. Selon le journal, sous la plume de Mathieu Olivier, un article du magazine panafricain publié le 9 août dernier jette l'opprobre sur la gouvernance au sein de l'institution communautaire. Par ce choix éditorial, le journaliste persiste dans sa logique de faiseur de roi pour l'organisation sous-régionale, nous dit le journal Intégration de ce matin. Direction au Congo avec les dépêches de Brazzaville qui titre 15 août 2020, une prise d'armes symbolise les 60 ans de l'indépendance. En effet, la cérémonie a eu lieu samedi à l'esplanade du palais de congrès sous les tentes dressées pour la circonstance et revêtues aux couleurs de la République vert, jaune, rouge. À R de Congo, le courrier de Kinshasa nous renseigne que l'économie nationale, 1300 exonérations injustifiées. Au regard justement du contexte financier difficile, la RDC gagnerait en éliminant autant que possible toutes les ressources de collage des recettes publiques. À en croire l'inspecteur général des finances, l'État congolais perd chaque année 5 milliards de dollars américains sous forme d'exonération fiscale, nous dit le journal. Direction la France avec le journal Le Monde qui évoque Israël, Émirats arabes, les raisons d'un accord. En effet, Israël et les Émirats arabes unis se sont engagés jeudi dernier à normaliser justement leurs relations diplomatiques sous les auspices du président américain. Pour les pays du Golfe, cette reconnaissance de l'État hébreu vise d'abord à former le front le plus solide possible contre leur ennemi commun qui est l'Iran. Pour le journal Le Figaro, l'État face aux dérives séparatistes d'élus municipaux. Le ministre de l'Intérieur a décidé la plus grande vigilance vis-à-vis des tensions communautaristes auxquelles pourraient donc céder certaines municipalités, nous dit le journal Le Figaro de ce matin. La suite, c'est avec le journal Le Parisien qui évoque ce que votre voiture apporte à l'État. Selon le journal français, chaque automobile circule en France rapporte en moyenne 2619 € par an aux finances publiques. Cette manne considérable complique justement la transition écologique. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parlait de la Ligue des Champions et les yeux dans les yeux entre les joueurs du PSG et du Bayern Munich. Les demi-finales de la Ligue des Champions vont nourrir donc un peu plus d'éternelle rivalité entre la France et l'Allemagne. Le PSG demain contre RB Leipzig et Lyon mercredi face au Bayern de Munich. Une qualification historique, nous dit le journal. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Vous avez dit que le match c'est contre qui déjà? Le match de demain ou bien oui. Le match de demain. Ah oui, le match de demain, ça va opposé Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Non, le Paris Saint-Germain joue contre RB et Leipzig. Et justement, Lyon joue contre Bayern de Munich. Lyon joue contre Bayern de Munich. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas boire la tasse comme Barcelone a bu la tasse 8-0, hein, 8-2. Je vous ai dit la dernière fois que je vois les deux équipes françaises qui se retrouvent en finale. En finale. Bon, j'espère seulement que vous avez raison. Mais on ne va pas leur souhaiter. Je vous le dis d'avance. Messieurs, revenons en tout cas à la grande une des journaux et quotidiens ce matin. Crime sécessionniste, l'indignation des pays amis. C'est d'ailleurs le titre retenu par nos confrères de Cameroun Tribune ce matin. Yes, Steve. What happened in Moyuka, what happened in Bamenda has been an eye-opener to the world to see another side of the crisis that is going on in Cameroon. From what Cameroon Tribune is telling us, like many other English-speaking newspapers, you know, across the board, everybody is completely against the action that we saw in those video footages. And when you listen to what Cameroon Tribune is telling us, France, USA, and the United Kingdom, through their diplomatic representations in Cameroon, has actually they have actually expressed their indignation and condemnation to such acts that are directed towards civilians. That's what we have been asking here the other time, that why is the civilian population
paying the highest price. The highest price from both camps. When you look at it, after the mass, after the killing of these women in the northwest and southwest region, we discovered that the papers tell us, like the Star newspaper is telling us this morning, that there has been mass arrest in Moyuka after the incident. Whereas the population, we know exactly those who are behind this, this act. They are not hiding. The secessionists are not hiding. And when you listen to other papers, they are like the Chronicle Time, they are telling us that the ransom receiving account of Chris Ano has been uncovered, which means they are being identified gradually. And like the Guardian Post is telling us, there is another footage that can show us more insights into the atrocities of the arm of the secessionists, which may even be more gruesome than what we had in Moyuka. So we don't see why the civilian population should be suffering as such. I think that the forces of law and order, let us join hands and go for the secessionists. They are the people who are behind this crime. Everybody knows of them. We are not. Justement, tout le monde les connaît. D'ailleurs, hier, sur une chaîne de télévision concurrente, il y a eu pas mal d'appels, et surtout des appels qui venaient de l'étranger, qui déclaraient haut et fort que ça ne va pas. Ça ne va jamais s'arrêter et que les atrocités vont toujours continuer, et ils sont d'accord pour ça. And Steve, when I listen to this, like Cameroon Tribune says, friendly nations are condemning them. Who are these friendly nations? The United States. Who are these friendly nations? France, Britain. These are where most of these secessionist leaders are found, especially in the United States. Et pourtant, la majeure partie de ces gens, de ces personnes qui sont derrière le problème anglophone, pour ne pas dire, j'aime pas tellement le mot, sont justement assis, dorment tranquilles aux États-Unis, en Angleterre, même en France. Why can we not go for them through these friendly countries? If they are actually... Est-ce qu'on appelle ça, on peut appeler ça des pays amis, des pays frères? Well, let's take the terminology of Cameroon Tribune. If they are friendly countries, if they are denouncing this act, they should not just sit and denounce it, they should also act. How do they act? They should start from there, send them back to Cameroon, so that we should handle them in Cameroon. I think that là, en ce moment, ils seront justement des amis s'ils les renvoient justement au pays. Actually, Steve, là, nous saurons qu'ils sont des pays amis et qu'ils ne veulent plus voir le sang couler du côté de Mouyouka ou même à Bamenda, encore à Boya. On espère tout simplement qu'ils ont compris. Pendant ce temps, messieurs, oui, vous aviez quelque chose à dire là-dessus. Je voulais dire que le plus drôle dans l'affaire, c'est que ces pays se disent lutter contre le terrorisme. Parce qu'en réalité, c'est le terrorisme. Ce sont même eux les terroristes. Alors, ils luttent contre quel terrorisme en ce moment? C'est souvent mon interrogation. Oui, absolument. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur pays, qui en réalité... Ils sont tapis dans l'ombre, ils sont assis, ils sont dans les restaurants feutrés, pour ne pas dire les hôtels feutrés. Il s'agit de quelle indignation en ce moment? On les connaît même par les noms. Ici, on les connaît tous. Ce sont des gars qui étaient ici au pays, on les connaît tous. Et ils sont dans ces pays-là qui se disent des pays frères ou des pays amis. Mais je crois qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce qu'on appelle... Justement, le journal en parle. Hein? Steve, and when you take something like the Chronicle Times, it actually tells us that the killing in Moyuka was, ordered by Sako Ikome. Which means the paper is telling us in an exclusive write-up that it was ordered by Sami Sako Ikome, which means they know what they're talking of. And Sami Ikome, he's not hiding. They know where he is. So I think that through this diplomatic relation, this bilateral relationship that exists between Cameroon and these foreign countries, we can go for these Cameroonians. Have them, and I think we can. That will be tout le monde sait où Sako Ikome se trouve. Pourquoi ne pas l'arrêter justement pour que le problème s'arrête? Que d'avoir des atrocités de ce genre. On parle même de boucherie, hein. Il faut bien le préciser. Terminons, messieurs, avec Essinga qui nous parle des tensions autour même du dossier foncier de la vallée du Ntem, et le MINCAF, en fait, apaise et rassure. Le MINCAF n'apaise pas et rassure. Je crois que c'est pas le moment. En tout cas, c'est la grande une. Hein, oui, c'est la grande une. De Essinga. Oui, maintenant, on veut calmer les choses. Mais pourquoi il n'a pas... Quand on est en train de décrier cela, personne n'avait dit un seul mot. Personne n'a rien dit. Mais maintenant, on trouve déjà des boucs émissaires. Je crois qu'on a suspendu le délégué départemental de la vallée du Ntem, ce qui n'est pas... Où est passé le préfet, le sous-préfet? Ouais, mais écoutez, on se pose bien des questions de savoir. Où est passé Ineo Industry? Oui, mais il est toujours là. Maintenant, il y a même... Puisque en réalité, on a juste suspendu la procédure. On a suspendu la procédure. Maintenant, il faut une concertation avec les populations. Il faut une concertation avec les populations. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire avec les populations. Peut-être on va s'entendre sur le pourcentage, je ne sais pas exactement. Ou alors les populations vont exiger, par exemple, que pour que l'entreprise puisse être là, il faudrait que
les leurs. En tout cas, pour l'instant, tout par a été exemple, suspendu. même à 90%. Donc ça dépend, ça va dépendre des négociations. Pourtant, nos confrères de mutation nous font savoir ce matin, parlant de la vallée d'une thème, que c'était une terre d'orgueil. Oui, et je voudrais continuer parce que c'est très grave. Oui. Beaucoup de gens ont parlé de ça hier sur les plateaux. J'étais vraiment indigné parce que beaucoup de gens ont présenté le tribalisme. Il ne s'agit pas de tribalisme. Il ne s'agit pas de tribalisme. Dire que parce que ceux qui viennent ne sont pas de la localité, je crois que ce sont ces gens-là qui sont même des tribalistes, ceux qui disent ça. Non, il faut bien comprendre, parce que cette affaire, c'est pas seulement dans la vallée d'une thème. C'est la même chose qu'on vit dans la forêt des Beaux. Je crois que c'est à aider ici. Je vous rappelle que j'étais concerné justement par ça. Oui, absolument. Donc il ne faut pas que les gens s'amusent à dire n'importe quoi quand ils sont sur des plateaux. Et dire que, écoutez, c'est le tribalisme parce que les autres viennent d'ailleurs, on ne veut pas les allogènes dans les pays. Non. Il faut bien régler ce problème. Et on ne fait que le dire ici. Les problèmes fonciers, il faut que l'État prenne vraiment du sérieux parce que nous, on considère que, en tout cas, chez les peuples Bantou, on considère que la terre appartient aux premiers occupants. Maintenant, avant que l'État n'existait déjà, la terre les populations existaient. On parlait encore vendredi des Maintenant, on dit, oui. Et en plus, la loi dit que l'État administre les terres. Quand vous êtes administrateur des terres, ça ne veut pas dire que les terres vous appartiennent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas contraire. Voilà. Donc, vous administrez les terres. Mais ça ne veut pas dire que les terres là vous appartiennent. Je vous rappelle, messieurs, peut-être vous le savez déjà, les sous-préfets et les préfets ont plus de terres que même... Absolument. They refer to them as chef de terre. Oui, chef de terre. C'est justement ce qu'on parle aujourd'hui. On parlait encore de ça vendredi, on disait que c'est toujours le commandement. Ils aiment commander, voilà pourquoi ils utilisent les thèmes comme chef de terre. And once they leave a litany of land issues behind because they have seized land from this whole land here. When you just came and made a land that you don't even know the boundaries. They just simply told you that at the end of the day, you can't even have anything to take. Mais on ne peut pas donner un blanc-seing également au ministre du cadastre, du domaine et des affaires foncières parce qu'eux-mêmes sont concernés justement par tout ce qui se passe de ce côté-là. Puisque Néo Industrie a signé un contrat avec l'État du Cameroun. Mais s'il a signé un contrat avec l'État du Cameroun, c'est avec qui? C'est avec le ministre. C'est avec le ministre. Maintenant, le président de la République, voyant que l'affaire est en train de prendre feu, il était obligé de surseoir, d'abord de calmer tout. Donc c'est lui-même la cause. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il est en train de suspendre le délégué départemental de la vallée du Thème. Peut-être que c'est lui qui était au cœur du dossier, qui sait? Ah bon, peut-être, oui. Ça, on ne sait pas. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Elle fut d'ailleurs très fructueuse. Eh bien, on va également rappeler à nos téléspectateurs que tous ces journaux sont en vente sur votre marchand de journaux ou encore en kiosque. Bonne journée, messieurs, et surtout bon début de semaine à vous. Je vous en prie. Tout de suite et maintenant, la chronique de Hervé Moukouri. Hervé Moukouri qui est également là ce matin et bien sûr va revenir sur le même sujet. Bonjour Hervé Moukouri. Bonjour. Il a été le week-end, j'espère? Très très bien, on se plaindra pas. Ben, je vais vous souhaiter d'un bon début de semaine. Merci bien. En espérant que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes et que vous allez passer une très bonne semaine. Pas un très beau début de semaine, mais une belle semaine. Croisons les doigts. Ben, en croisant les doigts, comme vous le dites. Eh bien, la série d'explosions des bombes artisanales à Yaoundé, la recrudescence, il faut le dire, de la violence dans la région du nord-ouest et du sud-ouest sont au menu de votre chronique de ce lundi. Yaoundé, la capitale du Cameroun, ville la plus sécurisée du triangle national, est depuis quelque temps la cible d'actes terroristes. En l'espace de 2 mois, 4 explosions à la bombe artisanale ont été attendues dans différents quartiers. Quoique de faible amplitude, il n'en demeure pas moins que ces explosions font des victimes et même instaurent un sentiment de frayeur et pas que, mais de peur chez les citoyens habitant de passage dans la ville aux 7 collines. 4 explosions en 2 mois. D'abord, dans la nuit de samedi 20 au dimanche 21 juin 2020, 2 engins explosifs improvisés ont détonné quasiment au même moment dans les quartiers Mélène et Mana. Bilan, 2 blessés, les auteurs jusqu'ici dans la nature. Quelques 2 semaines plus tard, le 2 juillet 2020, une forte détonation d'un engin de fabrication artisanale brisait la sérénité des populations au quartier Rond-Point Damas, toujours à Yaoundé. 5 blessés, dont 2 grièvement touchés.
Si l'objet de l'explosion a été identifié, une marmite dans laquelle se trouvait un moteur de moto, les auteurs de cet acte terroriste sont jusqu'ici aussi dans la nature. On s'était à peine remis de cette peur passagère que rebelote. La terreur s'est de nouveau installée avec l'explosion d'une bombe artisanale au quartier Mokolo. Plus précisément dans son espace marchand, le marché Mokolo de Yaoundé. Comme les 4 précédentes explosions, il s'agit là aussi d'une bombe de fabrication artisanale négligemment abandonnée dans un sac à l'entrée d'un bar. Si la déflagration n'a pas causé de pertes en vie humaine, les dégâts sont importants et sont donc à déplorer. Premier constat, les auteurs de ces actes terroristes utilisent quasiment les mêmes méthodes, à savoir le moteur d'une moto qu'ils transforment en engin explosif qu'ils actionnent à l'aide d'une télécommande. Ce même procédé était utilisé au début de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour apeurer la population. Et les séparatistes anglophones qui excellent dans la fabrication de ce type d'engin pourraient en être les véritables auteurs ou alors les initiateurs. En tout cas, jusqu'ici, aucune personne n'a revendiqué ces attentats. En fait, l'objectif était maintenant d'instaurer la peur à Yaoundé. Ils ont, on va le dire, quasiment réussi à le faire dans les 2 régions en guerre. Leur message se veut d'autant plus clair qu'ils veulent faire comprendre au régime de Yaoundé que contrairement à ce qu'ils pensent, la ville de Yaoundé, qualifiée de sûre sur le plan sécuritaire, est tout simplement vulnérable et donc susceptible d'être frappée où on s'attend le moins. Le moins, et les explosions sont donc comme une sorte de mise en garde contre le pouvoir de Yaoundé qui pense que tant que Yaoundé vit, ou alors tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. D'autre part, ces explosions répétées interviennent au moment où sévit la pandémie du coronavirus qui occupe pratiquement les devants de l'actualité. La guerre dans les 2 régions anglophones étant presque sous les centres, en dépit de la vive tension qui sévit dans ces 2 régions. Et c'est pour faire parler de coûte que ces sécessionnistes multiplient des actes odieux, comme on le voit ces derniers temps, horribles, assassins, donc pour attirer l'attention du pouvoir de Yaoundé et même de la communauté internationale. On dira qu'ils ont quasiment réussi leur coup si on s'en tient à la vague d'indignation, n'est-ce pas, qui a suivi l'horreur de Mouyouka et autres assassinats. Donc, la recrudescence de la violence dans les 2 régions. Même si les déflagrations de ces engins de fabrication artisanale sont de faible amplitude, comme je le disais tantôt, les autorités en charge de la sécurité doivent quintupler de vigilance. Certes, après 3 premières explosions, on a assisté à des rafles policières massives dans les régions du centre, particulièrement à Yaoundé. Mais plutôt que de démanteler un éventuel réseau, on a assisté à des abus sur les populations fragilisées psychologiquement ébranlées. Dans les prochains jours, on devrait s'attendre encore à un dispositif spécial du côté de Yaoundé où les populations ne dissimulent plus leurs inquiétudes face à la recrudescence de ces actes terroristes. Ils ne seront rassurés que lorsque les auteurs de ces actes seront tout simplement appréhendés ou alors auront permis de faciliter le démantèlement de ces réseaux qui suscitent autant de peur. Mais si les populations comptent sur les forces de l'ordre, elles doivent compter également sur elles-mêmes et comprendre que pour éviter d'être les victimes de demain, elles doivent être les dénonciateurs d'aujourd'hui. Et oui, on attend toujours que ces personnes soient mises hors d'état de nuire, même si vous dites que de côté de Yaoundé, ce n'est pas vraiment la sécurité. Ce n'est pas vraiment la sécurité. Enfin, ces actes, enfin, quand on parle de 4 attentats, explosions en 2 mois, ça veut dire déjà que la capitale est vulnérable, alors qu'on se disait que c'est un endroit hautement sécuritaire et ce qui suscite la peur. C'est pourquoi les gens fuient, ils partent de Bamenda et autres villes pour se rendre à Yaoundé en se disant que la capitale politique est plus rassurante et plus sécurisée. Donc,
on est à l'abri là-bas de tout éventuel acte, n'est-ce pas, des gens, les sécessionnistes et autres. Alors, quand ils commencent déjà à instaurer la peur, vous voyez bien que les explosions sont de faible amplitude, comme je le disais, mais attendons-nous un jour à voir quelque chose de plus grave si on rien n'est fait, justement, à laisser cette situation comme ça perdurer. Merci beaucoup à Hervé Moukouri ce matin d'avoir été là pour la chronique. On espère vous retrouver justement dans les jours à venir, mercredi prochain d'ailleurs. Hein. Ça marche. Oui, mercredi prochain, on vous souhaite bon début de semaine. Merci infiniment. Bon, pour ne pas dire bonne semaine d'ailleurs. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, dans un instant, nous allons justement entrer dans le débat avec nos invités. Nous aurons bien sûr Robert Alain Lipotil, le président de l'association AREC, bien sûr, l'association des rapatriés du temps contre l'immigration clandestine au Cameroun. Nous aurons également Albert Anatole Haïssi. Nous aurons bien sûr un Charles Elisan du RDPC qui sera également là. Et sans oublier Patient Parfendum qui sera également des nôtres ce matin. Et bien sûr, notre sujet parlera bien sûr de cette émigration clandestine en temps de Covid-19. Eh bien, mes invités sont déjà assis. Tout le monde va pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'espère. Patient Parfendum, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs, de tous les fan clubs d'IBS La Matinale, à nos valeureux techniciens, à qui je dis encore chapeau pour l'excellent travail qu'ils abattent sans cesse de jour en jour. Et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous dis merci d'être là ce matin, d'avoir pris de votre temps justement pour être des nôtres ce matin. Et justement à votre côté, il y a justement Robert Alain Lipotil qui est également là, président de l'AREC. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je le réitère aux nombreux téléspectateurs de DBS de par le monde. Et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous dis merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'AREC, l'association qui... AREC, c'est Association des rapatriés et des luttes contre l'immigration clandestine du Cameroun. Justement, nous allons en parler dans un instant. Un autre sujet sera Covid-19, impact sur la vulnérabilité des migrants sur la route de la Méditerranée centrale. Et bien sûr, on a quelqu'un qui lutte pour que les frères, en tout cas nos frères africains, rentrent au pays. Albert Anatole Haïssi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes, particulièrement celui que vous allez présenter tout à l'heure qui est à ma gauche. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu à partager un plateau avec lui, ça fait un plaisir. Oui. Je salue tous les fan clubs de DBS La Matinale, particulièrement ceux-là qui nous regardent du côté, n'est-ce pas, d'Abomban, du côté de la vallée du Thème, d'Ambam, du côté de Kiossi. Mon coup de gueule ce matin, eh bien, il s'agit d'une situation qui paraît anodine, mais ça laisse tout le monde indifférent. Ils sont crado, dépénaillés, quelquefois en tenue d'Hervé d'Adam, ils se baladent dans la ville, sur le regard indifférent de tout le monde. Il s'agit des malades mentaux. Des malades mentaux qui sont la conséquence, n'est-ce pas, des dysfonctionnements de nos structures sociales et surtout d'un dysfonctionnement structurel. Et si les familles n'ont pas les moyens de s'en occuper, alors je voudrais questionner. Aujourd'hui, à quoi servent ces structures sociales que l'État a mises en place dans l'optique de les encadrer? Notamment, on avait à l'époque l'hôpital Jamon, à l'époque également du côté de l'hôpital Akinti, je crois que ça existe encore, cette unité de prise en charge des malades neuropsychiatriques. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous avons une prolifération de fous qui se baladent, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit de manière dépénaillée, soit en tenue d'Adam. Et quelquefois, et c'est amusant, pour certains regards qui sont concupiscents, il y a cette semaine, j'ai vu assister à une scène bizarre entre un fou, un malade mental et une malade mentale qui se livrait à certaines choses qui ne peux pas dire ici, sous le regard des personnes dites normales, qui, avec un regard de voyeur, et finalement j'ai envie de me poser la question de savoir qui est vraiment fou. Ceux qui se disent normaux ou ce sont les vrais fous? Eh bien, je vous dirais comme Molière avait dit ainsi, j'en avais vu un plus fou, j'irais dire à Rome. Mais les hommes sont si nécessairement fous que j'essaierai d'être fou par notre tour de folie, n'êtes pas fou. Donc nous sommes tous plus ou moins fous. Charlie Zang, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour monsieur Ndom, bonjour monsieur Lipotil. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. DBS La Matinale qui est très content de vous revoir. Hein. C'est quand vous m'invitez que je viens. Non, ça n'a rien à voir du tout. Encore que je suis déjà votre voisin. La direction générale de l'entreprise qui m'emploie, Nextel, oui, qui est dans la même maison, est là à côté. Je suis à côté. Oh, le problème, le suivant, c'est que vous avoir est devenu un problème. Peut-être c'est parce qu'il y a les nouvelles, disons, les nouvelles fonctions en tant qu'élu. Voilà. Et il faut gérer plusieurs choses. Et au-delà d'être élu, il faut aussi dire que je suis beaucoup sollicité par Yaoundé. Ça se passe bien. J'ai fait à peine une semaine à Douala, je vais à Yaoundé. Ça se passe bien pour le moment. Grand conseiller, c'est pas donné. Hein.
c'est une élection, c'est le choix des populations de la deuxième. Il faut d'abord être conseiller municipal et au sein du conseil, on vous choisit comme grand conseiller. Donc, comme grand conseiller. C'est pas, je suis pas un super militant, je suis pas exceptionnel. C'est que les populations de la deuxième ont jugé bon, me le mettre là-bas et mes collègues conseillers ont estimé. Je voudrais dire à M. Ayessi que non, là vous avez vu un fou et une folle. Il y a même des hommes normaux, hein, qui le font souvent avec les folles parce qu'on leur dit là-bas que vous serez nommé. Bon. C'est pour dire que ce problème concerne tout le monde et votre cri de gueule vraiment à sa place. Messieurs, je vous dis merci d'être là ce matin. Le sujet, ce sera tout simplement Covid-19, impact sur les vulnérabilités des migrants sur la route de la Méditerranée centrale. C'est notre sujet du jour. On va s'intéresser justement à ces hommes et femmes qui ont pris l'initiative de quitter, et bien sûr, la terre natale pour aller chercher fortune. Alors, bonne fortune à l'étranger, mais malheureusement, ces derniers meurent en route et actuellement, on en parle, plusieurs meurent de famine. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, voici le débat. Les souffrances que connaissent d'ailleurs aujourd'hui les migrants de par le monde et surtout du côté du Niger, du Mali, de l'Algérie, et bien sûr dans le désert libyen, bien sûr, sans oublier bien sûr les barrières de Melilla au Maroc. Eh bien, il y a les restrictions concernant les voyages, la fermeture des frontières et la suspension de l'enregistrement des réfugiés qui ont affecté, il faut le dire ainsi, la capacité des migrants à demander l'asile ainsi que les programmes de retour assistés. Eh bien, depuis le 19 mars dernier, eh bien, l'OIM a indiqué que les autorités libyennes et algériennes avaient repoussé ou expulsé un total de près de 250 personnes. Oui, expulsé, il faut le dire, 1302 personnes autant pour moi, reflétant l'augmentation des entraves au déplacement des demandeurs d'asile vers un lieu de sécurité. Les demandeurs d'asile, il faut également le dire, ont également été affectés par la suspension des procédures d'enregistrement et d'asile, ce qui va d'après le HCR et l'OIM conduire à des arriérés de grande échelle. Au moment de la rédaction, en tout cas du rapport de l'OIM, les perturbations dans les programmes de retour volontaire avaient conduit 3000 migrants à attendre pendant plusieurs jours, pendant de longues périodes, dans des centres de transit mal équipés. D'autres, il faut le dire également, n'ont pas été en mesure de commencer à rentrer avec des fonds limités pour le logement et la nourriture. Certains informateurs clés ont signalé des tensions autour des centres de transit parce que les résidents qui vivent à proximité de ces centres les considèrent comme une source de transmission potentielle du Covid-19. En tout cas, ils ont de nombreux problèmes aujourd'hui. J'espère tout simplement que nous aurons les images dans un instant. Vous allez les voir parqués à gauche et à droite. Ils vivent la famine, ils n'ont pas la bonne santé et en cette période de Covid-19, on leur a fermé les frontières et plusieurs meurent. On parle même d'ailleurs de 23 personnes qui meurent par jour. Et justement, je reçois sur ce plateau quelqu'un qui s'occupe de ceux-là qui doivent rentrer au pays. Il s'appelle Robert Alain Lipoti, le président de l'AREC. Votre réaction après tout ce que vous entendez justement en ce temps de Covid-19, de ces migrants, de ces vulnérabilités, comme on l'a dit d'ailleurs sur le thème de notre sujet ce matin, c'est quand même assez dur. Oui, merci, c'est assez dur. Il faut rappeler que je suis également un ancien migrant parti du Cameroun dans ces conditions il y a quelques années jusqu'en Europe où j'ai vécu dans des conditions très difficiles au désert du Sahara, au Maroc, en Algérie et partout ailleurs. Et donc quand ce genre d'informations reviennent pour moi, ça me rappelle, n'est-ce pas, tout ce que j'ai vécu au désert où j'ai vu des compatriotes et des compagnons de voyage mourir devant moi au désert, où j'ai vu les corps en état de pétrification avancée, où on voit les ossements humains tout au long de ce voyage. Et pour moi, c'est très difficile en tout cas de parler de toute cette histoire et de m'y rendre compte encore aujourd'hui que cette situation perdure et que beaucoup de choses n'ont pas évolué. Je ne peux avoir qu'un sentiment, n'est-ce pas, je peux dire un sentiment qui ne peut pas du tout être gai, et ça me replonge en tout cas, comme je le disais tantôt, dans tout ce que... Des souvenirs, de très mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs en tout cas, donc il faut dire que ça continue. Malheureusement, il n'y a peut-être pas une information assez ample, assez large qui est véhiculée tout le jour ici pour que
Et certainement, il n'est pas question de dire aux uns et aux autres de ne jamais voyager, mais simplement de leur faire savoir que si vous voulez voyager, il faut être sûr que vous remplissez toutes les conditions qu'il faut pour partir, parce que migrer est un droit universel. On peut empêcher personne de se déplacer, mais c'est plutôt les conditions de ce voyage qui deviennent très difficiles dans la mesure où on enregistre au quotidien beaucoup de morts, beaucoup des humiliations. 23 morts par jour. Et bien entendu, en cette période, n'est-ce pas, de la pandémie de la Covid, ça devient encore très compliqué parce qu'il y a le stress, il y a la stigmatisation, il y a plein de valeurs qui intègrent, n'est-ce pas, cette migration qui ne peut pas, de mon point de vue, être appréciée. C'est justement pour cette raison que nous, en tout cas particulièrement quand je suis rentré il y a quelques années, j'ai décidé avec d'autres compatriotes de mettre sur pied cette association, l'AREC, l'association des rapatriés et des luttes contre l'immigration Grand-Juge Cameroun, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des informations qui sont très peu connues ici. Et quelques personnes qui arrivent comme ça en Europe, c'est normal, peuvent n'est-ce pas, aujourd'hui dire non, nous sommes arrivés, c'est bien, c'est ci ou ça, mais ils n'osent jamais parler de ce qui se passe au cours de ce voyage. J'ai essayé de brosser en quelques secondes ce que moi j'ai vécu, et c'est valable pour des milliers de personnes qui aujourd'hui encore vivent dans ces conditions. Vous avez vu il y a quelques années, avec la vente, n'est-ce pas, des Noirs en Libye qui a fait le tollé, qui a fait le tour du monde entier. Et très peu de personnes sont restées indifférentes face à cette situation, mais malheureusement nous nous rendons compte que la situation perdure et que beaucoup de lignes ne bougent pas. Heureusement, il y a quelques organisations, notamment, vous avez noté tout à l'heure, l'OIM et le ACR, qui essayent de faire bouger les lignes. Et pour nous, c'est une très bonne chose, parce que si vous voyez comment vivent ce migrant et qu'il n'y a pas de possibilité pour qu'il puisse rentrer, ça devient très compliqué. Et vous, aujourd'hui, votre association, quel est son rôle, quel est son objectif? En fait, l'AREC a 4 objectifs majeurs. Il y a l'éducation à la migration, parce que nous, on englobe tout. Il n'est pas question, peut-être la lutte contre l'immigration clandestine, oui, mais lutte en tant que militant. Je l'ai dit, on n'a pas l'intention d'empêcher les gens de partir. Nous n'avions même pas cette capacité. Mais c'est plutôt l'éducation à la migration. Parce que les gens ne savent même pas que pour se déplacer, il faut un passeport. Ils ne savent même pas où on fait établir un passeport. Ils ne savent même pas la condition du dossier d'un passeport. Ils ne savent même pas comment il faut faire pour obtenir un visa. Ils ne connaissent rien. Du coup, ils sont en même temps la proie des trafiquants qui pullulent nos rues. Les gens vous diront que donnez 1 million, le lendemain vous serez en Europe, vous serez en Asie, vous serez ci ou ça. Ils ne vous diront jamais dans quelles conditions vous allez vivre là-bas. Donc, comme je l'ai dit, l'éducation à la migration, la formation, l'insertion et la réinsertion. Mais il faut préciser que depuis que nous existons, avril 2008, nous faisons beaucoup plus dans l'éducation à la migration. Donc, nous avions eu pratiquement 2 projets majeurs. Le premier, c'était Lukayambak avec Hervé Tchemele qui est venu d'Allemagne. Après que la vente des Noirs en Libye a fait le tour du monde, il est venu, on a monté un projet qui a très bien marché. Ensuite, actuellement, nous sommes avec l'OIM Cameroun sur un projet de sensibilisation avec pour thème Cameroun, mon aventure. Ce projet nous amène dans les lycées, les collèges dans 3 régions du Cameroun, le centre, le littoral et l'ouest, qui sont recensés comme les régions majeures sur l'immigration. Et au cours de cette campagne, nous allons dans les lycées et collèges, je l'ai dit, pour réunir un grand nombre d'élèves de première et de terminale, notamment au moins 200. En fait, avant que la Covid ne survienne, nous projetons un documentaire, nous faisons des témoignages de ceux qui ont vécu. Occasion de sensibiliser. Voilà, pour aussi amener ces jeunes à comprendre. Nous produisons également ce magazine, Quat Magazine, 40 000 exemplaires que nous distribuons gratuitement. Je pense que tout le monde sur ce plateau aura son exemplaire, que nous distribuons gratuitement partout où nous passons. C'est une compilation des témoignages, des histoires des migrants, et une fois encore pour amener les gens à comprendre quel est en réalité le problème de la migration aujourd'hui dans notre environnement. Et puis nous allons aussi au sein des communautés. Les communautés pour nous, c'est quoi? Ce sont les mototaximens, ce sont les chrétiens, ce sont
Bref, tout ce qui est communauté. Et quand la Covid est arrivée, pardon, excusez-moi, nous étions obligés de réadapter, n'est-ce pas, le projet de sensibilisation justement avec l'OIM en intégrant cette fois-ci le volet Covid, mais avec les transporteurs, parce que nous nous sommes rendus compte que les transporteurs sont ces personnes-là qui au quotidien sont en contact avec plusieurs personnes. Et nous regroupons comme ça une vingtaine, presque une trentaine de transporteurs terre et maritime. C'est-à-dire que nous menons ce campagne dans les gares routières et dans les ports de 3 régions du Cameroun, le sud, le littoral et le sud-ouest. Nous étions déjà à Limbé il y a quelques temps. Je pense que nous allons entamer ce Douala cette semaine pour, n'est-ce pas, aller rencontrer ce transporteur pour essayer de les expliquer, pour qu'à leur tour, qu'ils puissent être nos relais avec, n'est-ce pas, les transporteurs. Nous allons insister, bien évidemment, sur l'aspect Covid, parce que nous nous sommes rendus compte que quand on est atteint d'une maladie comme la Covid, par exemple, et d'autres maladies, le sida, entre autres, il y a cette stigmatisation, il y a le stress, il y a le rejet même. Et notre intention, c'est d'amener, n'est-ce pas, ce transporteur à avoir, n'est-ce pas, un autre langage à tenir quand il rencontre, n'est-ce pas, cette personne atteinte de cette maladie, pour que ça cesse d'être la mort avant même la vraie mort, n'est-ce pas, des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et puis nous allons continuer, nous allons voir est-ce que la Covid va diminuer pour repartir dans les lycées et collèges pour essayer, n'est-ce pas, de continuer la sensibilisation de masse. Il faut rappeler que c'est une initiative conjointe OIM Cameroun, Union européenne sur la réintégration, pour la protection et la réintégration des migrants au Cameroun, qui est à la tête, n'est-ce pas, de ce projet qui nous permet, n'est-ce pas, de continuer cette communication pour que la Méditerranée et le désert du Sahara cessent d'être les miroirs pour les jeunes Africains, mais aussi et surtout pour qu'en Afrique, nous puissions être capables de créer nos paradis sur place. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais une fois encore, il n'est pas question de dire à qui que ce soit de ne pas partir, mais de plutôt partir en sachant où dans de bonnes conditions et être sûr qu'on peut arriver et pouvoir, n'est-ce pas, être utile, parce que la migration, je vais chuter par là, est un vecteur du développement. Nous retenons qu'au niveau du Cameroun, c'est au moins 3500 milliards que la diaspora envoie toutes les années, et c'est un apport important pour le développement de notre pays. Merci en tout cas d'être là ce matin, hein. Robert Alain Lipoti, je rappelle que vous êtes le président de cette association qui lutte justement contre les rapatriés, en tout cas luttant contre l'immigration clandestine au Cameroun. Patient parfait dont vous avez suivi justement, on parle de cette vulnérabilité des migrants sur la route de la Méditerranée, et il faut dire par ailleurs qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, qui souffrent, qui meurent chaque jour et sont repoussés à cause du Covid-19. On leur empêche d'ailleurs même de franchir certaines frontières. Mais écoutez, d'abord je tiens à féliciter M. Lipoti pour son initiative. Je pense qu'il n'y aura jamais d'initiative de trop. Chaque fois que les citoyens pourront se mettre ensemble en synergie pour essayer d'expliquer les conditions désastreuses en réalité de ce mouvement de population d'un coin dont ils estiment être un peu difficile pour qu'ils puissent s'en sortir, vers un autre coin qui est en réalité, qui nous est vendu comme un paradis. Donc, félicitations à lui et à toute son équipe de continuer cette sensibilisation, même si en réalité, je considère ça comme une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer parce que les raisons qui poussent les jeunes aujourd'hui à partir, n'est-ce pas, de notre continent, de nos pays pour l'Europe, tant qu'il n'y aura pas une inversion, je crois que lui-même l'a si bien dit, de paradigme en termes de développement, en termes de capacité, pour des jeunes de penser qu'ils peuvent s'en sortir ici chez eux sans avoir à affronter ailleurs, n'est-ce pas, le désert, surtout ce grand cimetière qui est devenu la Méditerranée. Ça va continuer, mais ce n'est pas seulement un phénomène africain. Vous avez vu dernièrement des migrants partir de l'Amérique latine, des pays de l'Amérique latine pour les États-Unis. Ils allaient en concierge, d'autres faisaient des centaines de kilomètres à pied pour arriver au Mexique, à la frontière américaine. Pourquoi? Parce que l'inégalité sur le plan mondial continue de s'en sortir. La fracture
n'est-ce pas, des inégalités sur le plan mondial continue de s'accélérer. Le centre est en train de tout ramasser et la périphérie s'appauvrit de plus en plus. Quels sont les arguments du point de vue pédagogique que vous pouvez utiliser pour expliquer à un enfant que ce désert est un danger, que traverser la Méditerranée c'est un autre grand danger, si, par ailleurs, il a l'impression que chaque fois que nous sommes en difficulté, c'est les gens qui sont de l'autre côté qui viennent donner de manière condescendante avec des administrations d'ailleurs, des directives à faire ceci, faire cela. Et ils voient autour d'eux, n'est-ce pas? Moi j'ai perdu un neveu dans cette affaire, c'est un jeune qui avait eu le bac et qui un jour a dit à sa maman, maman j'en ai marre de voir des gens qui n'étaient rien, qui n'ont même pas pu atteindre la classe de 3e, mais ils sont partis, ils viennent, ils construisent des maisons à leurs parents, ils apportent des tas de facilités et je ne sais pas, des choses à leurs amis et à leurs frères. Et nous, tu t'es coltiné, tu t'es donné de la peine, j'ai décroché le bac, mais nous sommes dans la misère, non? Ou je suis un garçon, ou je ne suis pas un garçon, je vais affronter aussi cette réalité. Malheureusement pour lui, ce qui s'est passé en Libye a été d'une cruauté incroyable. Il est mort en Libye, il a été enterré là-bas. Je n'oublierai jamais. Bon, donc il y a plein de récits comme ça que nous avons au jour le jour. Et M. Lipoté dit quelque chose vers la fin. Il faut qu'on construise notre paradis ici, localement. C'est la première réponse, n'est-ce pas? Vraiment viable. Une réponse sérieuse pour bloquer cette tendance pour les jeunes à penser que le paradis est ailleurs. Il faut qu'on soit capable de construire ici des situations qui vont permettre à l'ensemble de nos jeunes de trouver de quoi vivre ici décemment. Regardez ce qui se passe dans nos rues. Tous ces jeunes-là qui sont dans le secteur informel, la plupart souvent sont bardés de diplômes. La plupart ont écouté leurs parents qui leur ont dit n'allez pas prendre la voie d'exil parce qu'elle est extrêmement compliquée. Et conséquence, qu'est-ce que nous voyons? Ils sont complètement rejetés. Ils sont délaissés pour compte. Et au même moment, dans ces mêmes pays comme le Cameroun, nous voyons des gens que chaque jour, on nous dit qu'ils détournent des dizaines et des dizaines de milliards. Ça pose problème. On nous a dit, allez dans l'agriculture. On dit, la terre ne mange jamais. Mais on voit tous les scandales qu'il y a par rapport à la volonté d'accaparement des terres, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont des moyens aujourd'hui et qui sont souvent de connivence avec les décideurs de notre pays, au point où on sait pour donner la tête. Donc, il faut une profonde réflexion. Certes, ce que fait M. Lipoté est extrêmement important. Il est un témoin vivant de cette difficulté, n'est-ce pas, de cette odyssée macabre. Mais en même temps, il faut justement qu'on touche là où c'est important, c'est-à-dire la capacité de notre pays et de nos pays de pouvoir construire aussi des environnements sains qui vont donner de l'espoir à la jeunesse. Ça, maintenant. Prenons le cas de la sous-région. On va seulement l'émigration vers l'extérieur, hors de nos continents. Mais prenons même autour de nos continents. Prenons même au sein de notre propre sous-région. Est-ce que c'est facile pour partir du Cameroun à la Guinée équatoriale? Pas du tout. Alors qu'en Guinée équatoriale, les jeunes peuvent trouver beaucoup à faire. Pourquoi on continue de maintenir les pays centrafricains dans une espèce de no man's land, d'un pays ingouvernable? Alors qu'en Centrafrique, il y aurait beaucoup de débouchés pour les jeunes Camerounais aujourd'hui qui ont un know-how certain. La Centrafrique est un pays vierge. Si on avait accepté de faire réellement l'intégration politique sous-régionale, oui, je pense qu'une bonne partie, n'est-ce pas, de cette frange, de ces jeunes-là qui ont tendance à partir parce qu'il faut partir, trouveraient plutôt leur bonheur ailleurs. La France-Afrique, c'est tellement grand. Je le dis souvent aux gens qui traitent la Centrafrique comme une poubelle. Attention, peut-être ça va être les dorades des Camerounais demain. Donc, construisons donc menons des réflexions de développement pour notre sous-région. Nous sommes assez riches. On n'a pas besoin d'avoir tous ces hordes de jeunes qui vont laisser. Nos pays sont encore en construction. Nos pays sont jeunes. Il y a tout à faire ici, chez nous. Mais à condition que justement des politiques soient pensées, soient implémentées, des encadrements soient à niveau pour permettre à ces jeunesses de se dire, j'irai peut-être en Europe, mais dans des conditions où je ne vais pas affronter toutes ces menaces que nous voyons chaque jour. Tant que ce travail-là, tant que cette réflexion, tant que cette volonté, cette ambition n'est pas implémentée sur le terrain, je peux continuer de vous le dire, les gens vont continuer à partir. J'ai eu, pendant tout ce long week-end, vous avez suivi la fin Nganou, oui, le champion, le grand sportif camerounais. Francis Nganou, vous avez suivi. Bon, ça allait dans tous les sens, je crois qu'on a le temps d'en parler plus tard. Mais tout le monde, il y a quelque chose qui est revenu. C'est un beaux ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a pris
le chemin, n'est-ce pas, du désert et de la Méditerranée. Et voilà ce qu'il est devenu. Le grand champion, adulé par tout le monde. Bon, depuis quelques temps aussi, on essaie de le haïr, parce que soi-disant, il a apporté son expérience pour quelque chose de bière. Bon, c'est une connerie comme ça. Je demande ces gens qui... Il y a ceux qui disent que parce qu'il est américain, machin, ça arrive dans tous les sens, en tout cas sur les réseaux sociaux. N'importe quoi dans les réseaux sociaux. Alors, pendant qu'on y est, je vois quand même qu'il y a quelques-uns qui sont les grands peintres vénérés par ces gens-là, mais qui sont instructeurs à l'école de guerre de Simbok. Non, ce sont tes amis. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Ce n'est pas le sujet du débat. Nous sommes au niveau de je sais que Charles l'immigration. Deux hommes politiques sur le même plateau. Non, ce sont ses amis d'hier qui nous empestent la vie aujourd'hui. Donc, je dis, et j'insiste pour chuter, pour donner la possibilité aux autres de prendre la parole, de dire, honnêtement, c'est un sujet extrêmement important. Quand on voit les images comme celles que nous voyons là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Que font nos décideurs? Partout en Afrique, c'est les guerres. Boko Haram par là, les djihadistes dans l'espace du Sahel par ici, dans même des endroits où coule le miel et le lait, comme le golfe de Guinée. Là encore, on voit des gens qui érigent des murs, on voit des pays qui sont transformés en pays de non-droit, alors que je te jure, si tout était fait dans le sens de donner de la place, de mettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations, c'est des gens qui partaient de l'extérieur pour venir chercher fortune ici chez nous. Messieurs, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais à l'instant même, une information vient de tomber. À l'instant où nous parlons et que nous avons soulevé ce sujet, il y a des ex-migrants d'Algérie revenus volontairement au Cameroun par le biais de l'OIM, Organisation internationale des migrants, sont en train de faire un mouvement d'humeur du côté de Bonapriso face au HCR. L'information vient juste de tomber. Albert Anatola, ici, je vais prendre votre réaction rapidement. Vous qui êtes journaliste, vous avez déjà fait d'ailleurs pas mal de papiers sur ces migrants, ces hommes et femmes qui quittent d'ailleurs leur pays natal pour aller chercher bonne fortune ailleurs. Mais d'après les statistiques de l'OIM, 10 sur 10, parfois ce n'est que 3 qui reviennent. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un phénomène qu'il faut aborder sur 3 prismes. Il y a d'abord le prisme, je veux dire, politique, parce que il vous souvient que après les premières et deuxième guerre mondiale, l'Europe s'est retrouvée en crise. Et l'Europe beaucoup d'Européens ont migré vers d'autres pays. Je ne suis pas certain que ces Européens qui ont migré vers d'autres pays à l'intérieur de l'Europe ont été refoulés, comme ça se passe très souvent avec notamment les ressortissants d'Afrique, pour la plupart. Lorsque vous regardez par exemple l'image que j'ai regardée tout récemment, vous voyez un bateau de migrants qui fait, je crois, pratiquement 2 ou 3 semaines en mer. En mer, parce que justement, ils attendent, l'armateur attend l'autorisation d'entrer, soit en Grèce, je ne sais pas où, soit en Italie, soit en Espagne. Ça a crié, et c'était pas seulement les ressortissants africains, c'était les Syriens, les Pakistanais, les autres. C'est pour dire que ce n'est pas seulement une singularité des ressortissants africains, il s'agit d'un problème mondial. Ceci étant, je voudrais également aborder l'aspect structurel. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, tout à l'heure, le grand frère parfait le disait, c'est-à-dire qu'il faut, c'est vrai, il faut créer le paradis chez nous, il faut améliorer nos politiques de développement chez nous, mais il y a un problème. C'est que nous avons la prédation internationale qui vient justement nous dépouiller de nos ressources. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des individus qui viennent, par exemple, aller à l'Est. Vous avez des individus qui exploitent notre sous-sol, c'est-à-dire l'or, le diamant, le cobalt, et tout ce que vous voulez, la forêt, mais ils ne créent pas les emplois. Parce que, je parle par exemple de la loi portant sur l'exploitation forestière, il était convenu dans la fameuse loi que on doit pouvoir créer des scieries pour justement créer des emplois. Mais malheureusement, ces grumes partent, n'est-ce pas, ces grumes partent dans les bateaux, dans les conteneurs, et sans créer aucun emploi. Non seulement ça ne crée aucun emploi, ça nous dégrade l'écosystème. Ceci, ça se passe au tout le monde. Donc, voilà donc un autre problème. Je pense donc qu'aujourd'hui, il s'agit en même temps d'une question d'éducation. Parce que moi, je ne comprends pas qu'une famille se cotise, des familles se cotisent. Les familles se cotisent, quelquefois 2, 3 millions, 4 millions, voire 5 millions, pour donner à un enfant qui peut prendre des risques
De passer par la voie? Soit passer par des trafiquants, la mer, le désert, avec tout cela comporte comme risque, au lieu justement d'encourager cet enfant à créer sur place une entreprise, en tout cas une activité de revenu. Donc moi je pense qu'il y a donc un problème d'éducation parce que les images qui viennent de leur côté, c'est-à-dire les gens, ceux qui ont reçu entre guillemets, ils ne vous disent pas exactement ce qu'ils font là-bas comme activité. Et ils viennent comme nous avions l'habitude de faire quand nous partions de la ville pour le village. On faisait nos économies, s'achetait des beaux vêtements, on arrivait au village pour frimer. Sans toutefois dire que non, il y a d'autres réalités qui sont sous-jacentes et qui n'ont rien à voir avec ce que vous percevez. Et très souvent, c'est aussi le rôle des médias. Vous avez les médias qui nous renvoient justement cette image d'un continent, des pays qui n'ont même pas de feu, comme j'ai indiqué tantôt, alors qu'ils ont des clochards, des gens qui dorment dans les tunnels, dans la rue, dans les rues, qui mangent peut-être pas dans les poubelles, mais ils ont où manger là-bas. Ça c'est au moins, ils appellent ça les restos du cœur, ils en ont là-bas. Mais je pense que, à mon sens, c'est la faillite non seulement des politiques économiques, mais surtout des structures d'encadrement social. Parce que il y a une problématique qui meuble actuellement l'actualité, notamment pour ce qui concerne l'accaparement, non, l'expropriation, il préfère utiliser le terme, ce terme-là, l'expropriation des terres au feu, soit paraît-il d'investissement, de création d'emplois, mais ça pose un problème. Ça pose un problème dans le sens que, si je prends le cas par exemple, n'est-ce pas, du plan triennal spécial jeune, vous avez des jeunes qui sont porteurs de projets, oui, qui atteignent des financements. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas de, après plus de 5 ans après, ils n'ont pas de financement attendu, alors que leur projet a été validé. Bon, vous voulez demander aux enfants d'aller, aux jeunes d'aller à la terre parce que justement la terre ne ment pas. Cette terre-là, quand du moment qu'elle ne leur appartient pas, ou bien, admettons que vous avez une terre à mettre en valeur. Est-ce que vous avez les fonds, les moyens financiers appropriés, c'est-à-dire l'expertise des autres pour pouvoir vous accompagner? Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui font l'objet de beaucoup de tapages, beaucoup de déclarations, mais qui ne sont pas suivies des faits. Maintenant, pour revenir donc à la problématique de la thématique du jour, je pense qu'il est important de comprendre une chose. Pour régler ce problème, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, il a commencé à le faire, c'est-à-dire la sensibilisation, dire la vérité à ceux qui ont l'envie de partir, que si vous voulez partir, c'est votre rôle le plus absolu, mais voici les risques. Il faut beaucoup plus mettre l'accent sur les risques que sur les avantages. Si quand vous voulez décourager des gens à partir, il faut qu'ils partent en sachant d'avance quels sont les risques. Parce que c'est la chose la plus importante, parce qu'il faut créer un électrochoc. Parce que si vous ne créez pas un électrochoc, nous constatons tous les jours qu'il y a le commerce des Noirs qui a cours non seulement dans les pays du Moyen, du Proche-Orient, mais ça ne décourage personne. Bien au contraire, pendant qu'il y a une vague qui rentre, il y a une autre vague qui part. Ça ne dit rien à personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un effet électrochoc. Et ça, c'est de la responsabilité de la société civile, des politiques et surtout des médias. Deuxième chose, à mon sens, là, il faut interpeller justement les politiques, c'est-à-dire le gouvernement, avec les autres acteurs sociaux. C'est-à-dire qu'il faut crier, parce que nous avons, tout à l'heure, le relevé, nous avons beaucoup plus l'immigration vers l'Europe, mais il y a également l'immigration vers le continent africain, où vous avez, c'est vrai, c'est pas aussi horrible que celle qui part vers l'Europe, mais c'est tout comme. Vous avez, il a pris le cas de la Guinée équatoriale pour y entrer, c'est la Croix-la-Bannière. Pour aller au Gabon, c'est la Croix-la-Bannière. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont allées au Gabon, ils sont revenus les pieds devant pour la plupart. Allez savoir pourquoi. Donc, je pense qu'il faut, à mon sens, revoir certains accords que nos États ont signés. Ces accords de coopération, parce qu'en fait, il est inacceptable, je dis même scandaleux, que ce sont les pays qui sont en récession économique, pour le dire. Parce que ces pays sont en récession, pour le dire. Ces pays que l'Afrique nourrit, ce sont ces pays-là qui attirent notre jeunesse. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème justement de politique économique, de développement, de modèle de développement. Donc il faut donc penser justement au modèle de développement et surtout créer sur place des structures d'encadrement de la jeunesse. Merci beaucoup Albert Anatola ici pour cette première prise de parole. On va également demander à nos téléspectateurs d'avoir
On voudra leur réaction, en tout cas, au 237 667 64 57 57, comme vous le voyez bien sûr, au bas de vos écrans ce matin. Charles et Lisan, vous avez entendu d'ailleurs qu'il y a encore quelques instants, les migrants venus d'Algérie sont revenus volontairement au Cameroun par le biais de l'OIM. On leur avait promis des sommes d'argent qui n'ont jamais été remis entre leurs mains. Voilà pourquoi, depuis ce matin, ils ont pris l'initiative, il faut le dire comme ça, de faire un mouvement d'humeur du côté de Bonapriso face au HCR. Pourtant, ils ont vu, il faut le dire, des vertes et des pas mûres. Je voudrais d'abord faire comprendre aux autres que l'OIM et le HCR, ce n'est pas une faveur que ces deux organisations font à tous ceux qui font l'immigration. Oui. Tous les pays membres de l'OIM et du HCR, qui sont des institutions spécialisées du système des Nations Unies, ont ce droit-là. Le Cameroun étant membre de ces deux structures, donc du système des Nations Unies, oui, tout migrant qui rentre au pays a droit de manière volontaire à une somme d'argent qui est $100. En principe, d'après le dernier congrès des Nations Unies. Vous êtes également d'accord avec ça? Oui, on voudrait augmenter. Non, oui, c'est-à-dire il y a une somme. En tout cas, je pense que ce qu'il est en train de dire, je regrette d'abord de ce qui arrive aux compatriotes qui sont rentrés. Mais je tiens à préciser que après la vidéo qui a circulé de par le monde entier quand on vendait les Noirs en Libye, et cette vague d'indignation a fait en sorte que l'OIM, le HCR, le système des Nations Unies en tout cas qui concerne la migration, puisse prendre le taureau par les cornes. Il était donc question de regrouper les migrants dans des camps et les rentrer dans leurs pays respectifs. C'est ainsi que depuis juillet 2017, l'OIM Cameroun a pu faire rentrer au Cameroun 4207 migrants camerounais. 4207 migrants camerounais, ça c'est le rapport de juin de l'année en cours, plus je crois 124 au mois de juillet dernièrement qui sont rentrés de Niger en fait, parce qu'ils viennent de partout au Maghreb, mais on les regroupe généralement au Niger avant de les répartir dans leur pays. Alors quand ils rentrent au Cameroun, l'OIM Cameroun les donne 100 € pour pouvoir retrouver leur famille. Maintenant, on les permet de monter un business plan à partir de 500 000 francs. Ça peut aller, il y a des gens qui ont eu... D'après les informations qu'on vient de m'envoyer là tout de suite, on parle tout des informations du côté de Bonapriso. On parle bien sûr de 60 000 francs à remettre justement les 100, les 100 € pour réhabiliter, d'ailleurs, de rentrer en fait chez soi, en famille, bien peut-être de rentrer en famille. Il y a également que pour la réinsertion, ils me disent ici que la réinsertion est de 750 000 francs par migrant. Et bien sûr, il y a un fournisseur. Si vous avez par exemple un projet, ça peut être l'agriculture, les poussins, les alimentations, les abreuvoirs, des nageoires, eh bien, on est également en droit de vous apporter de l'aide, peut-être par des désinfectants, par des pulvérisateurs et tout ce que vous pouvez faire dans l'élevage. Oui, en fait, le principe donc maintenant, comme je l'expliquais, c'est que vous montez dans un projet, vous déposez un business plan à l'OIM, les financements partent à partir de 500 000. Je ne suis pas très sûr, mais il y a aussi des gens qui peuvent avoir, il y a des gens qui peuvent aussi avoir 1 million. Ça dépend de l'ampleur du projet. Et comme l'OIM souhaite des projets pratiquement des projets à long terme, c'est-à-dire si vous investissez sur un projet qui peut permettre d'employer d'autres jeunes, notamment l'agriculture, le l'élevage, c'est des projets pérennes qui peuvent rester et qui peuvent, n'est-ce pas, attirer l'attention des autres. Mais je regrette tout de même que je pense que les lignes n'ont pas beaucoup bougé à cause de la Covid qui est là depuis quelques mois. Ils n'ont vraiment pas travaillé. Et au jour d'aujourd'hui, comme on dit, il y a 1778 qui ont déjà été réinsérés totalement. Et le reste... Donc Charles Elisan a donc raison. Pas totalement. En fait, moi je suis en train de dire ceci. Tous vont être intégrés. Ça, c'est ce que je sais. L'OIM le leur a fait savoir, oui. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une obligation ou simplement un droit. Parce que moi, je suis rentré il y a quelques années. Je n'avais pas bénéficié de l'aide de l'OIM Cameroun qui était pourtant ni du HCR. Ni du HCR. C'est plutôt le gouvernement camerounais, quand nous sommes arrivés ici à Douala, la base navale, qui nous a donné chacun 45 000. Donc, vu la situation difficile, l'OIM... Et l'OIM surtout, c'est l'OIM qui s'en occupe, mais c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Il faut le dire, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, donc mis en œuvre par l'OIM Cameroun. Bon, on va laisser d'ailleurs Charles Elisan terminer son propos. C'était pour lui faire comprendre que l'OIM
fonctionne comme système institutionnalisé du système des Nations Unies. Je sais très bien. Donc, tous les pays membres de l'Union, du système des Nations Unies ont des cotisations qu'ils font chaque année là-bas. Oui. À partir de ces cotisations-là, vous avez droit de vote ou pas. Et cela a un impact même sur les autres institutions. Par exemple, vous verrez que dans certains pays, le programme alimentaire mondial, quand il y a des crises sanitaires, n'y va pas parce que soit il y a un problème de sécurité, soit parce que votre pays est insolvable. Je voulais donc vous faire comprendre que l'argent que l'OIM vous donne, c'est l'argent et de l'Union européenne, et de l'Union africaine, et du Cameroun, et de tout le monde. Mais sauf que l'Union européenne est le plus gros contributeur financier de cette histoire-là. Deuxième chose, il y a un quote-part que l'État du Cameroun, bien de tous les États, quand les gars sont rapatriés, mais quand ça ne va pas de l'autre côté. Par exemple, vous nous avez dit, j'ai voulu le dire ici, c'est que M. Nomade peut-être réagi. Bon, c'est bon, comme c'est vous qui l'avez dit, vous avez reçu un appui de la part de l'État du Cameroun. C'est ça le rôle d'un État. Maintenant, je vais vous donner une information. Si vous n'avez pas reçu de l'argent quand vous êtes revenu, c'est un abus ou c'est une frappe. Il faut qu'on parle comme tous les émis. Oui, c'est une frappe. Ça veut dire qu'on a quelqu'un a pris votre argent à votre place. Sauf si peut-être vous ne savez pas que vous avez droit de l'argent. Et j'ai dit ça se passe de deux manières. Quand vous rentrez de manière volontaire, la somme il y a une certaine somme. C'est ça qui est justement 100 €. Quand vous venez de manière forcée, il y a une somme qu'on vous donne. Maintenant, on a compris qu'il faut maintenant lutter en aval contre l'immigration en réinsérant ceux qui viennent. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans tout ce qu'il y a comme programme, il y a un programme qu'on appelle le PINMA, au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de l'Élevage, du ministère de la Pêche, qui est un projet interministériel qui voudrait que la priorité, d'après les images choquantes et les vidéos choquantes des gars qu'on vendait, de nos sœurs qu'on viole partout dans le désert, et surtout depuis la mort de Kadhafi dans le désert libyen, le président de la République a accentué, il a dit que vous êtes prioritaire. C'est-à-dire un jeune qui est resté au Cameroun, qui monte un projet et qui va être financé par le PINMA, n'est pas prioritaire par rapport à un jeune qui est revenu. Celui qui est revenu est prioritaire parce qu'on estime qu'il faut lui donner l'envie de rester et de créer son paradis, comme Aïssa l'a dit. Et ce projet, c'est quoi? C'est que si vous avez un terrain, il y a des familles qui ont des terrains quelque part. Mais maintenant, vous pouvez ne pas en avoir. Non, quand vous avez un terrain, c'est tant mieux. Le projet est accéléré. C'est-à-dire, le financement est rapide et vous avez ce qu'il faut. Mais quand vous n'avez pas de terrain, il faudra qu'on vous trouve donc un terrain. Et l'État va donc viabiliser la terre quelque part pour l'octroyer à ces jeunes. C'est par exemple la guerre, comme ce qui se passe dans la vallée d'une thème là, et dans l'Oncam. Ça fait partie des deux zones, justement, que l'État avait mis en place pour pouvoir donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture et l'élevage, avec l'appui des structures ministérielles. Je voudrais essayer dire ici que quand un jeune a le bac et décide de partir, il part pourquoi? Il faut aussi qu'on comprenne que c'est des choix. On ne va pas empêcher les gens de vouloir voyager. Oui. On n'empêchera pas les gens d'aller chercher fortune ailleurs. Mais c'est un choix. Je ne comprends pas pourquoi un jeune, dans une association comme ce que nous vivons à Douala 2e, où il est le trésorier d'une association, avec 18 millions de notre argent, prend la route, part, et 7 mois plus tard revient. Il y a un problème. Vous avez eu ce coup-là? Je suis de Nebel. Je parle de l'histoire que vous avez Je parle des militants du RDPC. Donc, il y a une autre formule qui veut faire croire aux gens que parce qu'on est militant du RDPC, on est mieux l'autre. Non, c'est un militant du RDPC, on a une association qui est partie avec 11 millions de francs. Un autre vous dit qu'il veut travailler, on le met dans une... Comment on appelle les gens qui vendent les boissons, qui revendent la boisson des... Les dépôts. Tu as un dépôt, prend l'argent de la caisse, disparaît. Et il revient toujours 5 ans, 3, 4 ans plus tard. Mais il y en a aussi qui réussissent. Ils deviennent par là les exemples de réussite sociale et les autres ont envie de faire comme eux. Donc, il y a donc, là où je suis d'accord avec M. Dupont, c'est qu'il faut donc des électrochocs, comme M. Aïssa a dit, comme on a fait avec le tabac. Ou à un moment donné, on a dit le tabac nuit gravement à la santé, et c'est à votre risque, si vous voulez consommer le tabac. Maintenant, en protégeant les autres de manière qu'aller fumer dans votre chambre. De l'autre côté, il y a les accidents mortels de la route, où on montre, depuis qu'on montre les images chocs, les accidents, comment les gens se fracturent, les gens meurent, ça diminue un peu les accidents. Mais vous n'allez pas empêcher aux gens de partir. Il faut donc justement créer ce cadre-là de création d'emplois ici, et qui existe déjà. Et oui, je tiens à dire à M. Nomko, le secteur informel au Cameroun, c'est 83,4% de notre PIB. C'est le deuxième employeur après l'État du Cameroun. Et c'est clair que vous n'allez pas dire à un gars qui a sa structure de bureautique devant les SEC, qui se fait 200, 300 000 francs par mois, et puis s'asseoir dans un bureau où il aura 110 000 par mois. Il y a aussi ce paradigme-là qu'il faut changer. Il faut donc justement rééduquer les masses.
il faut rééduquer les gens, leur faire comprendre que ce n'est pas toujours là-bas que ça réussit. Et là où Haïti a raison, c'est que il y a un combat de communication. Oui. C'est là qu'il faut en parler. Est-ce que vous savez que en France, actuellement, au moment où je vous parle, la moitié de la population vit des aides? Je dis bien la moitié de la population française vit des aides. Et dans les aides, là, vous avez et le secours catholique, les restos du cœur. Vous avez les enfoirés. Allez-y, on connaît les enfoirés. C'est toute une structure de stars qui organise des concerts, donc tout l'argent est reversé pour nourrir les gens qui sont dehors. C'est-à-dire, mais ils vous montreront rarement ces images de leur pays où les gens souffrent. Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle, il y a 85 millions d'Américains qui ne peuvent pas s'acheter un comprimé pour se soigner. Donc, il y a donc tout cela qui fait en sorte qu'il faut donc qu'on revoie les relations qui existent entre eux et nous. Et c'est pourquoi nous, hommes politiques, soutenons ceux-là qui veulent qu'on s'émancipe de ces gens-là. Vous avez par exemple le dernier rapport de la Banque mondiale qui a pris 10 ans sur l'étude des terres et de notre sol. Mais quand vous avez un pays où on dit qu'il est le deuxième plus riche sous-sol de la planète, après le Congo, où on a découvert 300 métaux rares, nous qui avons fait la chimie, il y avait ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments qu'on connaît, mais on a découvert 300 qui n'existent pas dans ce tableau-là. Donc, potentiellement des choses qui vont rendre le Cameroun le pays le plus riche dans quelques années. Et c'est ça, c'est eux qui le disent. Il est donc clair que tous les événements que nous avons là doivent donc être montés par ces gens-là pour que on continue à être un foyer instable où on dit qu'il n'y a pas de sécurité. L'enjeu est là. L'enjeu n'est pas de dire je suis de tel parti, je suis de la... Non, l'enjeu c'est comment est-ce que les Camerounais seront solidaires entre eux pour pouvoir se maintenir contre la prédation étrangère. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le vrai combat qui arrive. Et c'est pourquoi le président de la République, et là je termine par là, le président de la République n'a pas renouvelé les accords. Et de plus en plus, les tueries que vous verrez dans le Nozo vont s'accentuer, les Boko Haram vont ressortir. Charles Lisa, moi je vous poserai une question. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a prévu pour les migrants aujourd'hui en 7 ans de Covid-19? Première chose, l'approche au niveau des aéroports. Depuis Ebola, il y a un plan sanitaire qui avait été mis dans nos aéroports, tous nos ports d'entrée du Cameroun, pour pouvoir reprendre cela qui arrive et leur permettre de ne pas contaminer la population qui est sur place au niveau sanitaire, parce qu'il faut d'abord protéger ceux qui sont déjà dedans et pouvoir accueillir ceux qui viennent et les protéger aussi. Deuxième chose, les réintégrer socialement. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un projet qu'on appelle Pinma, qui n'est pas assez connu. Voilà un projet. Pourtant, ils sont nombreux d'ailleurs qui meurent. Qui meurent justement dans les déserts, qui sont des esclaves aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Cameroun ira faire en Libye? Quand il y a un pays qui n'a même pas de gouvernement, où vous avez le général Haftar et un autre là-bas qui dit que c'est leur pays. Comment est-ce que le Cameroun pourra faire si ce n'est que par le biais des organisations internationales? Qu'est-ce qui s'est même passé en Libye pour que la Libye devienne ce vaste champ d'esclavage-là? Quand on va se dire ce genre de choses, c'est clair que vous avez en Libye, écoutez très bien, c'est un jeu politique international. Vous avez en Libye le meurtre, l'assassinat de Kadhafi, qui donne donc la voie, qui ouvre la voie jusqu'au Niger, Tchad, Burkina Faso, et les mêmes Français qui ont tué Kadhafi, qui viennent créer ce qu'ils appellent le G5 Sahel, oui. Et vous avez le couloir, presque 500-300 km qui arrive au Tchad, et au Tchad, vous avez le Cameroun qui est à côté, avec Boko Haram qui a commencé à s'inscrire au Tchad, c'est clair. Vous avez au niveau du golfe de Guinée là-bas, avec le lac Tchad et tout, le Nigeria, où Boko Haram est né, et qui est quitté bizarrement à traverser le Nigeria pour le Cameroun, et vous avez les relents de même chose qui se trouvent au niveau de la façade atlantique au nord et au sud-ouest. C'est clair que le gouvernement ne peut rien faire tout seul. C'est pour ça qu'on a dit à riposte globale, à menace globale, riposte globale. C'est une action combinée de tout le monde qui va faire en sorte que quelque chose se passe. Et c'est pourquoi c'est regrettable de voir que pendant qu'on doit être unis pour travailler, un pays se met à construire un mur. Heureusement qu'il est revenu à la raison. Il a dit que bon, lui va encore détruire son mur. Donc, pendant qu'on veut donc être solidaire pour lutter contre la menace extérieure, vous avez entre nous-mêmes les gens qui construisent des murs, les gens qui remettent en place des visas d'entrée pour entrer dans leur pays parce qu'ils estiment qu'eux ont le pouvoir à ce moment-là. Aujourd'hui, où ce pays devient donc insolvable,
qu'est-ce qui se passe actuellement en Guinée équatoriale? Vous savez qu'ils sont maintenant de quitter la Guinée pour le Cameroun? Ils sont nombreux d'ailleurs, on le sait pertinemment. J'étais encore hier, il faut le préciser, ce week-end, du côté de Nkolmetet, dans le centre. J'ai vu pas mal de bonnes choses d'ailleurs de ce côté-là. On va y revenir peut-être dans une prochaine édition de DBS Matin. Vous avez suivi les uns les autres, hein, monsieur Lipoti, vous qui avez été un ancien jeune homme qui est allé en tout cas chercher fortune ailleurs. Finalement, vous êtes revenu au pays, vous avez pris l'initiative de créer une association pour essayer de sensibiliser les uns les autres à ne pas y aller parce que ce n'est pas seulement là-bas le paradis. Oui, avant de répondre à votre question, je ne suis pas totalement d'accord avec M. Zhang parce que moi je suis militant. Je peux comprendre sa fougue politique, l'émotionnel politique en tant que militant du parti au pouvoir qui, je ne sais pas trop, moi je ne sais pas la politique. Mais moi je dis, je suis militant, il faut qu'on soit pratique. Tous les programmes qu'il cite, il y a même un autre programme que je vais lui rappeler, c'est le Paris Jeudi, qui est inséré au ministère de la Jeunesse. Mais finalement, c'est des programmes où vous ne pouvez pas avoir un financement. Il ne faut pas facilement avoir un financement. Moi, je ne connais pas un migrant de retour qui a eu un financement au sein de ce programme. Moi, je ne connais pas. Vous en citer, hein? Il vous donne des noms, avec les adresses. Non, il faudrait peut-être... Je précise qu'il n'y a pas une grande majorité. Hein? Monsieur, il n'y a pas une grande majorité. Il n'y a pas une grande majorité, il y a un problème. Vous allez prendre la parole. Laissez quand même M. Lipoti terminer, parce que c'est quand même lui qui est concerné. Mais je vais simplement vous dire que pour beaucoup les aider, allez tout de suite à Bonapriso, prenez tous ceux qui sont là-bas, et vous les inscrivez dans ce programme pour qu'ils puissent en bénéficier. Ils n'ont aucun problème avec le Cameroun. Ils ont un problème avec l'OIM. Ce sont des Camerounais. Non, ils manifestent où actuellement? Monsieur Zhang, vraiment, moi je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi un peu essayer de vous dire ce que moi je sais. C'est peut-être vous parlez de manière traversale sur plusieurs choses sans beaucoup plus être efficace. Moi je suis un spécialiste des questions de migration et la traite des personnes. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut travailler dans ce domaine, sans nous, ça va être un petit problème. Donc, parler de ça sur ce plateau et que je l'accepte, alors qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont rentrés depuis des années, qui leur espoir se pose sur l'OIM, alors que le gouvernement est là et qui voulait que j'accepte ça parce que vous êtes du RDPC, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est l'OIM, monsieur, qui finance ce projet. La raison pour laquelle ils sont actuellement à l'OIM, parce que c'est qu'on leur avait promis, ça tarde. C'est l'argent qu'on doit leur donner quand ils rentrent. C'est de ça que je suis en train de dire. C'est différent. Non, monsieur, les migrants qui sont actuellement, un instant s'il vous plaît, les migrants qui sont actuellement du côté du Bonapriso, ils sont revenus depuis 2017 pour d'autres. Ils ont reçu de l'argent. Écoutez que je vous dise. Et ils attendent justement avec des projets pour être financés. Charles Elisa, on va revenir avec vous dans les 100 euros, c'est automatique quand vous arrivez. J'ai précisé à l'entente que moi, je suis pas rentré de cette vague. Je vous dis que tous ceux qui rentrent du projet de l'OIM, quand vous arrivez à Yaoundé ou à Douala, les 100 euros, c'est automatique. Vous devez retrouver vos familles. Maintenant, vous montez un business plan. Un projet. On finance à partir de 500 000 francs CFA. Et ça allait un peu plus. Vous êtes en train de m'amener à reprendre ce que j'ai dit. Et ça voudrait dire que vous n'êtes pas informé. Pour qui, par exemple? Pardon? Donnez un nom. Il y a des milliers. Non, donnez un nom. Je vous dis que l'OIM Cameroun, à ce jour... Moi, je vous donnerai 5 noms de Camerounais que l'État a financé pour réintégrer socialement. Je vous dis que... Laissez au moins terminer, M. Lipoti. Je vous dis qu'à ce jour, l'OIM Cameroun a intégré 1778 Camerounais. Un nom. 1700. Un nom. Il y a Foka Jean. Il est actuellement ici à Douala. Il vend le bois au marché de bois qui est derrière le lycée de Petit Paris. Bon, je ne sais pas. Bobongo Petit Paris. Il y a des milliers, monsieur. Je dis 1778. Donc, ceux gars qui sont à Bonapriso, c'est parce que leur financement ou alors leur réintégration tarde à cause de beaucoup d'arrivées. Je vous rappelle que ce projet de l'OIM était parti pour 3 ans pour recevoir 850 Camerounais. Avec tout ce passé en Libye, nous sommes aujourd'hui à 4207 plus 124 qui sont rentrés en juillet. Ça fait que l'OIM est dépassé, débordé. Donc, le gouvernement camerounais, pour revenir, soutient de manière institutionnelle les papiers, la facilitation de ci et de ça, mais très peu pour de l'argent, pour des financements de projets. Ça, je peux vous le dire. Et si vous voulez, on peut organiser un débat
pour en parler. Je ne parle pas des problèmes politiques, je parle des problèmes qui sont vrais. Et les chiffres que je vous donne sont les chiffres de l'OIM Cameroun. Je vous dis 4207 plus 24 en juillet qui sont rentrés. Et les 124 sont rentrés. Les 124 ont été tous testés négatifs Covid. Une chose qui nous a beaucoup arrangé. Il y a 972 qui ont eu le soutien psychosocial. Parce que là, il faudrait aussi qu'on en aborde. Il y a des gens qui rentrent totalement foutus dans leur tête. Ils ne savent pas quel sens se vouer. Si l'OIM n'est pas là, c'est totalement la pagaille. Mais je dis une fois encore que le gouvernement du Cameroun, d'ailleurs, si l'OIM est là, c'est parce que le gouvernement du Cameroun est là. Nous ne sommes pas dupes, nous savions de quoi nous parlons, mais ne présentez pas le gouvernement du Cameroun comme étant le financier de projet. C'est l'OIM, financé par l'Union européenne. Et je vais vous dire, tous les projets du monde entier, même quand ils sont cofinancés, on ne peut pas manquer de mettre le nom de tous les financiers. Mais pour ce projet, il est financé par l'Union européenne. On va revenir dans un instant. Les déportations, il faut le dire, patient pas fin de monde commencé depuis fin 2017 en Libye. Mais la vague de mai 2018 venant de l'Algérie n'a jamais été réinsérée, contrairement aux différentes vagues de 2019 et 2020 qui, eux, ont été formées dans divers domaines puis réinsérées. Ils pensaient que la vague de 2018, de mai 2018, a été découragée. Et faute d'impatience, eh bien, on nous fait savoir qu'ils sont retournés en Algérie. Pourtant, eh bien, ils étaient là toujours pour pouvoir avoir cet argent que déclare d'ailleurs M. Lipoti ce matin. Non, mais ce qui est surréaliste sur le plateau, c'est que M. Zan essaie de nous présenter le Cameroun comme une espèce de paradis. La question que je peux le retourner, mais pourquoi ce jeune-là parte? C'est un choix. Quel choix? Pourquoi le Nigérian part? Alors, pourquoi les Qataris ne viennent pas comment dire ça, ils ne viennent pas au Cameroun? Ils sont à Paris. Non, mais ils vont à Paris comme quoi? Comme migrants qui vont dormir dans les rues, non? Ils vont à Paris pour acheter. Parce que non, monsieur, chez eux, c'est un paradis. N'est-ce pas? Entre guillemets. Sur le plan financier, sur le plan de l'encadrement de leur population, ils ont réussi. Mais je vous dis quelque chose, monsieur Zan. Le Cameroun, la sous-région, le Gabon, la Guinée équatoriale, c'est 1000 fois le Qatar. Mais sauf que c'est tellement mal géré. Sauf que, bien sûr, avec des élites qui ont accepté, ces élites dont tu soutiens, qui ont accepté justement que nous soyons dans cette position d'obliger vis-à-vis de l'Occident qui n'a jamais en réalité accepté de nous donner l'indépendance dont nous avons besoin. À partir de ce moment-là, tout ce que vous dites là, moi, ça m'amuse. Le président de la République lui-même s'est rendu compte que le haut commun de l'État, au lieu d'être au service de la nation pour développer justement le pays et permettre qu'on puisse réinsérer le maximum de jeunes qui sortent de leur scolarité, je ne sais pas, des institutions de formation, ces gens-là ont fait même basse dans la fortune publique. C'est le président de la République lui-même qui les a menacés en disant vous allez rendre gorge. Konagui est plein de vos militants qui ont volé des centaines de milliards et qui ont tué complètement tout espoir de développement, n'est-ce pas? Et qui ont justement amené ces jeunes à se dire si je ne peux pas trouver l'emploi chez moi, autant aller tenter ma chance. On parle des jeunes qui ont pris des millions, mais ils sont combien? C'est un pourcentage faible. La plupart de ces gars-là qui prennent le chemin du désert et la Méditerranée, ils partent souvent avec presque rien. Avec des sommes minables. Parce qu'ils n'en ont pas. Très peu de jeunes censés, avec 10 millions en main, vont accepter de prendre le chemin de l'exil. Soyons quand même vraiment cohérents, il ne faut pas insulter les gens. Très peu. La plupart des gens là qui avaient des sommes faramineuses comme celle-là, qui prennent le chemin de l'exil, quand vous regardez très bien, ce sont les gens à qui on a promis d'autres voies que celle du désert. Et la plupart du temps, soit ils arrivent en Europe et ils ont des faux papiers qu'on leur a fait ici, ils sont dans les zones de transit et ils sont rapatriés après, soit alors ils ont été grugés par leurs propres frères qui sont de côté d'Occident. Mais les gars qui prennent la voie du désert, ces migrants qui prennent la voie du désert, qui arrivent au niveau du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Libye qui est devenue une grosse, c'est une prison aujourd'hui pour les nègres, c'est une zone d'esclavage pour les hommes noirs. Ces gars-là, ils partent avec presque rien en poche. C'est dans le minimum. Moi, je connais beaucoup, excusez-moi, mon quartier, c'est le Boba, tout le monde sait. Beaucoup de jeunes sont partis comme ça avec mon gré, mais ils sont arrivés en France. Et beaucoup reviennent. Ils font des choses autour de leur communauté. Donc, ils jouent le rôle de leur. Les jeunes qui sont là, quel qu'en soit le discours que tu peux les tenir, si le matin, il sait que son père est incapable de lui donner l'argent de baigner le matin,
Il voit comment les cas de maladie sont difficiles à traiter, à être résolus à la maison. Il voit comment il a des sœurs qui sont les licences professionnelles, les masters 1 et 2, et qui vendent la tomate en bordure de route. Il dit non, 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 non. Moi, je vais aller affronter ce qu'il y a dans ce désert-là. Hein, parce que s'il a reçu, pourquoi pas moi? Hein? Mais ce que nous disons, c'est de montrer ces images, cette pédagogie. Attention, c'est comme un coup de poker. Tu vois, cette affaire-là. Sur 10 000, peut-être c'est un qui va réussir. Le reste... D'après les statistiques, on parle bien sûr de 10 sur 10, vous avez 2 au moins qui peuvent réussir. Voilà. 8 ne reviennent jamais. Parfois, voilà. Parfois meurent. Hein, ça, ou bien quand ils reviennent dans des conditions assez déplorables que M. Dupoti a décrit, ça dit qu'avec des troubles... On en a reçu d'ailleurs ici M. Foka, qui nous fait savoir qu'il a été esclave. Il avait d'ailleurs des blessures, hein, on l'a montré devant et au-dessus de tout le monde d'ailleurs, des blessures, il a été esclave. Il y a même ceux qui vendent leurs organes, hein, il faut le dire comme ça, donc, les reins, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce grand business-là. Ce que je veux dire, c'est de dire à nos États, nous, par exemple, l'Europe est vieillissante, qu'elle le veuille ou non, elle aura besoin de l'immigration. Ça, c'est une donnée. Mais donnons la chance au maximum à notre jeune d'aller là-bas dans des conditions, j'allais dire, les plus acceptables. Et justement, de s'installer là-bas pour arrêter de voler le feu. Que tu vas la voler le feu pour venir aussi développer notre continent. Mais quand on regarde la manière dont nos pays sont gérés, et ceux qui font des barrières, où on voit que ce sont des clans qui dirigent nos États, avec leurs amis, donc c'est une union de copains et de coquins, avec les amis des lisans, qui font tout pour ne pas développer notre pays. Ce ne sont pas les amis d'Elisa. Hein? Non, la plupart, c'est ses camarades de parti. La plupart, c'est ses camarades de parti, monsieur. La plupart sont ses camarades de parti, ils le savent très bien. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de faire d'un paradis comme le Cameroun un enfer, n'est-ce pas, pour les générations futures, ça pose problème. Ils n'ont pas d'ambition pour notre pays. Si vous avez vraiment l'ambition pour notre pays, je suis d'accord, monsieur Elisan, c'est un choix. Mais ce choix serait réduit à sa portion la plus congrue. On n'aurait pas cette marée humaine de ces jeunes qui vont affronter le désert. Ils vont parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Tout à l'heure, tu as parlé des projets, Pigma, machin. Il faut... Mais Elisa, tu sais quand même comment ça se passe pour que un de tes dossiers soit retenu. Il faut avoir les parapluies, les godasses. 99% des cas, c'est comme ça. Si vous n'avez personne, vous ne pouvez pas. Hein? Mais vous ne pouvez pas. Mais qui va valider votre projet? Une petite question à M. Dupoti. M. Dupoti, rapidement, en quelques secondes, parce qu'il doit être encore 10 minutes. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont parties présenter leur projet, justement à l'OIM et partout, et ils n'ont jamais été reçus? Je vous ai expliqué que tous ceux qui sont rentrés depuis 2017, juin 2017, sur le programme volontaire, c'est une initiative conjointe OIM, Union européenne, pour la protection et l'intégration des migrants, sont d'office pris en charge par ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui sont venus d'Algérie, ils parlent de 2018, sont actuellement en train de... C'est la même vague. C'est la même vague. Oui. Parce que je vous ai dit, le programme commence en juillet 2017. C'est la même vague. Mais il se trouve que avec des projets... Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que ce programme était parti pour 3 ans pour accueillir 850 Camerounais. Et nous sommes aujourd'hui à 4207 plus 124 plus 124. Et vous voyez, il a fallu que l'OIM lance encore des appels de... Je vais revenir avec vous dans un instant. Voilà. Albert Anatola, ici, aujourd'hui quand même, patient parfait d'homme le souligner, il y a certains qui ont le bac, ils ont bac plus 5, ils ont bac plus 6, mais ils n'ont pas de travail au Cameroun, prennent quand même l'initiative, avec la cotisation des parents, de prendre la mer, ou alors de prendre carrément le chemin du désert. Oui, tout à l'heure je l'ai relevé dans ma première prise de parole. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que vous avez des familles particulièrement pauvres qui se cotisent avec quelquefois des sommes faramineuses. 5 millions parfois. Hein. Alors, au lieu de justement d'inciter l'enfant à créer sur place un emploi, on l'incite plutôt à aller ailleurs, aller chercher fortune ailleurs. Moi, je pense que c'est... Et très souvent, ça finit par un échec. Mais j'ai quand même une question de fond qu'il faut se poser. Lorsque nous regardons de manière antérieure, j'ai le sentiment que cette immigration a explosé. Parce que, regardez, entre les années 80 et 90, c'était pas comme ça. Mais maintenant, depuis 2000, il y a une explosion, n'est-ce pas, de l'immigration clandestine. Je crois que c'est dû à... D'abord, il y a un problème de contexte.
il y a un problème, j'allais dire de politique économique comme n'est-ce pas une question de pauvreté comme ça? Non, à notre époque, il y avait la pauvreté, mais on n'avait jamais été tenté de faire de l'immigration clandestine. Mais on peut quand même penser qu'aujourd'hui c'est plus grave. Je pense que le véritable problème, c'est l'information qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire les médias. Ça, c'est la responsabilité des médias. Ça, il faut le dire. Et ensuite, par les bluffeurs qui viennent de l'autre côté, car ils ne vous diront jamais qu'ici, ils refusent d'être morgués, des croque-morts. Là-bas, ils sont croque-morts. Oui, mais là-bas, quand ils sont croque-morts, ils sont bien payés. Là-bas, ils sont bien payés. Je veux dire, ils sont bien croque-morts. Ils sont bien payés. Donc, tout à l'heure, je parlais. Messieurs, on va venir avec vous. Albert, finissons. Alors, je suis en train de dire qu'il y a donc une explosion d'abord parce que c'est le fait des médias. Oui. Et les médias qui nous renvoient justement ces belles images, chaque fois que vous regardez une télévision étrangère, on ne vous montre jamais un malade mental qui se balade en loco ou bien un Vous êtes envoyé encore sur le sujet, on vous comprend? Non, jamais. Donc, deuxième chose, pourquoi? Parce qu'ils sont dans le bluff, ils sont dans le rêve, ils vendent le rêve. On ne vous dira jamais qu'aux États-Unis, vous avez des individus dont le rêve américain, c'est d'avoir une grosse voiture à tous les prix. Et je vous rappelle également, Albert Anatola, ici, il appelle les statistiques que les Américains migrent du côté de l'Allemagne. J'y arrive. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, pour eux, c'est un rêve d'avoir une voiture et dormir dans la voiture. Oui. Et là, la voiture devient une habitation. Donc, c'est pour vous dire que je comprends le grand fait d'homme, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser. Oui. Lorsqu'on parle de politique, parce qu'il faut aussi dire que vous avez une responsabilité en tant que politique. Parce que quand vous tenez ce genre de propos, ça encourage justement les jeunes à dire ouais, il y a même papa qui nous encourage à aller en aventure, comme ils disent. Mais il ne faut pas que l'immigration. Non, il ne faut pas que l'immigration. Permettez, il ne faut pas que l'immigration. Il faut dire la vérité. Qu'elle soit clandestine ou normale, devienne comme un modèle de réussite. Ça, il faut sortir ça de l'esprit des jeunes. Donc pour vous, jusqu'à preuve du contraire, il faut sortir de la tête des Camerounais, des Africains que l'immigration n'est pas... L'immigration ne peut pas être un modèle de réussite. Ça, il faut le dire. Je suis désolé. Ceux qui ont reçu, ils apportent leur part de contribution à l'édifice, dans la construction de notre pays. Mais, j'ai dit, il ne faut pas mettre dans la tête que c'est un modèle de réussite. Non, ce n'est pas un modèle de réussite. Je suis désolé. Peut-être ça va choquer beaucoup qui nous regardent, mais c'est faux. Mais, par contre, je suis par là. Je pense que tout à l'heure vous l'avez dit, l'Afrique est vierge. L'Afrique n'a donc pas besoin que ses intelligences, ses ressources partent ailleurs, s'évadent ailleurs, partent mourir au désert, dans la Méditerranée, quand il faut la développer. Pourtant, beaucoup sont morts, Albert Alantola, ici. Charles, Lisa, les uns les autres ont parlé et j'ai l'impression que vous avez besoin d'une réaction rapide. Une réaction bien... Une réaction, votre réaction, parce qu'on attend votre réaction, parce que oui, je voudrais... Pour vous, jusqu'à peu le contraire, le gouvernement a fait de belles et grandes choses. Je dis, la courbe doit être inversée de manière cérébrale et non de manière structurelle. Oui. Il y a des choses qui sont faites par les gouvernements africains pour empêcher leur jeunesse d'aller voir ailleurs. Même quand on ne peut pas empêcher à cette jeunesse d'aller voir, oui c'est vrai. Vous ne pouvez pas me dire qu'un enfant qui a un bac D, comme celui que j'ai vu hier à une réunion, et me dit qu'il va aller faire pharmacie à Rouen, alors qu'il y a 4 universités, 4 facultés au Cameroun qui forment les médecins en pharmacie. Mais il va là à Rouen faire pharmacie. Est-ce que c'est sûr qu'à la sortie de cette école, il pourra avoir le travail? Qu'est-ce qu'il faut que sortant de Rouen, il aura le travail? Donc à un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit, grand frère. Le problème c'est à ce niveau. Ce n'est pas au niveau. Qu'est-ce qu'il y a ici qui me fait ne pas aller chercher là-bas? C'est-à-dire, avant on pouvait comprendre qu'à cette époque, quand on a envie d'aller faire chaudronnerie en Allemagne, en France, parce qu'ils avaient les instituts là-bas qui pouvaient former les jeunes. Mais quand vous avez l'IUT, vous avez Polytech, vous voulez partir en Belgique, faire une formation que vous avez ici, il y a un problème. C'est dans la tête. Deuxième chose, deuxième chose, je voudrais vous faire comprendre qu'un croque-mort, comme vous trouvez qu'un croque-mort à Paris est bien payé par rapport à celui qui est ici, je connais des croque-morts ici à l'hôpital de Newbel qui vivent bien, les enfants sont à l'université, ils lavent les corps là à l'hôpital de district de Newbel. Donc je n'ai pas à lui dire que le croque-mort de Paris est mieux payé que lui. C'est ça que vous Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème c'est au niveau du fait que montrons à nos enfants, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui veulent aller à l'extérieur, que ce que vous partez faire là-bas, il y a ça ici. Par exemple, je pourrais dire à monsieur l'hypothèse que dans leur association, si vous avez déjà peut-être des jeunes qui viennent vers vous et que vous leur parlez de l'immigration,
quelles sont les motivations? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? S'il y a ça ici, on le décourage à y aller, on lui montre qu'il y a ça ici. Et maintenant, le politique intervient au niveau, quand vous avez à faire la sensibilisation à ce niveau, que le politique vienne maintenant ouvrir la voie à l'enfant qu'il faut. Et ainsi, c'est inconcevable qu'un enfant qui a eu sa licence, qui chôme, et voit que son collègue, son voisin qui n'a pas la même licence que lui, travaille parce qu'il a eu des passe-droits. Et là, c'est d'accord, vous qui peut avoir des passe-droits. Mais ça ne devient pas une règle. Ça ne devient pas une règle. Moi, je suis un jeune, né à Douala, grandi à Douala. Je suis un bêtis qui vit à Newbel. Donc, quand je vais tous les matins à 5h35 en Excel, mais c'est parce qu'un Camerounais a eu cette volonté-là d'employer ses frères camerounais. Et j'ai posé mon dossier, on m'a pris. Il n'y a pas eu de... C'était ma chance, mais avant ça, j'étais où? Je travaillais aux brasseries. Je marchais en route. Quand les brasseries voulaient lancer un nouveau produit, on demandait aux jeunes de venir, je me mettais en route. J'avais un carnet, boutique après bas, il y a un nouveau produit qui arrive, l'appel fort, un exemple. J'ai travaillé à la communauté urbaine. Quand on veut faire une route, il faut sensibiliser la population. Demandons à nos jeunes d'avoir ces rêves-là, de travailler à ce niveau-là, oui, et que de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de voyager. Parce que je termine par quelque chose. Allons-y rapidement. Si monsieur Potier a les chiffres, vous verrez qu'en Afrique, ce sont les pays les plus développés qui ont le plus grand nombre d'immigrants. Et c'est bizarre, ça devient bizarre. Que les pays les plus développés, que le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, mieux développé que le Cameroun, aient plus d'immigrés là-bas que le Cameroun, qui est moins développé qu'eux. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a que... C'est pas un problème de forcément de manque de travail dans leur pays. C'est qu'en moment de gens aussi ont assez envie de partir, parce que là-bas, ça se voit bien. Et c'est là où je rejoins Anatoine ici, c'est que nous-mêmes créons notre paradis. En le créant, commençons par les informations que nous-mêmes nous véhiculons à l'extérieur. Si vous, politique, vous ne filmez que la route qui est gâtée pour montrer aux blancs, et c'est normal que ça ne va pas ici. Filmez aussi la route qui passe devant JBS qui est si bonne. Il faudra qu'on se construise. Messieurs, je vais revenir avec vous dans un... Bon, déjà l'émission est déjà terminée. Passez par non. Une réaction en quelques secondes. C'est un tas d'amalgame que M. Zang a dit de porter. C'est un tas d'amalgame. Vraiment. Écoutez, premièrement, dans ma démonstration, je n'ai jamais demandé aux jeunes que prenez la route. J'explique pourquoi, à mon sens, ces jeunes prennent la route. Tout simplement, c'est un fait. Ce n'est pas une question d'argument. Mais je montre un fait. Écoute, monsieur Zang. Oui. Attention, ce que vous dites là. Oui. C'est des choses très graves. Comment? Vous donnez l'impression que c'est le plein emploi au Cameroun et que ceux qui sont en train de partir, c'est des fous. C'est faux. C'est faux, monsieur. Vous le savez très bien. Vous donnez aussi l'impression que c'est suffit de vous lancer dans l'informel et vous allez forcément réussir. Là aussi, c'est faux. Ah, il faut aussi aller, vous allez réussir. Attention, monsieur. Ce n'est pas ce que je dis. J'explique les faits. Pourquoi les jeunes partent. Vous avez une chance. Ne donnez pas l'impression que les autres, c'est les feignants qui ne veulent pas se débrouiller. C'est ça qui n'ont pas de chance. C'est un jeune qui travaille. Mais combien de gens aimeraient être à la place de Ngozi ne peuvent pas, puisqu'il n'y a pas assez de... Alors la solution, c'est de voyager. Mais oui, pour d'autres, c'est de voyager. Je vous dis merci. Parce qu'ils ont vu d'autres qui ont voyagé, qui ont réussi. Même dans vos propres familles. Vous avez vos pontes qui ont des milliards. Tous les enfants vont faire les études en Occident. Est-ce que c'est faux? Les jeunes partent de l'Occident pour venir faire le concours de l'ENAM. Il est déjà d'entreprise. La plupart de vos ministres, tous les enfants sont en Occident. Mais oui, c'est terminé. Mon père est agent civil principal en hiérarchie. Mon père. J'aime ça l'école au Cameroun. Monsieur Charles Nizan, merci. Merci. Patient Parfait, merci également à vous. Je pensais que ça commençait à prendre une autre ampleur là. Monsieur Ngos, bravo pour votre plateau. Soutien total à Monsieur Parfum d'Homme, signé Godola Garé. Eh bien, merci également à vous. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Façon dont Monsieur Zamman, mon cher, laisse-moi te dire que tu trouveras Dieu aux toilettes. Joseph Tombok depuis Douala. Bon, c'est pas pour ça que vous êtes là, messieurs, vous qui nous regardez. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à tous sur le plateau d'IBS Matin. Il y a une chose que je ne comprends pas dans ce pays. Devons-nous toujours attendre que le pire arrive pour trouver des solutions? Pourquoi ne pas anticiper à la base? D'accord, vous allez financer des projets des migrants. Et que faites-vous des jeunes qui chôment au pays et qui n'ont pas le courage et les moyens de prendre la route? Ceci est directement pour Chaleur Elisan. C'est Charles Elisan d'ailleurs, la politique du ventre. Bon, d'accord. Et c'est signé Tachim Patrick. Il le dit d'ailleurs. Bonjour DBS et au prestigieux panel constitué ce matin. Chez nous en Afrique, entreprendre n'est pas chose facile. Il y a à propos d'obstacles qui prennent le futur entrepreneur, l'injustice, la haine, la malgouvernance. C'est la triste réalité que vivent d'ailleurs les Africains. Comment rester les bras croisés, ne rien tenter lorsque certains des nôtres qui reviennent avec l'or? Christian Yemele depuis Yaoundé, Jouvence. Bonjour à vous sur le plateau. Cette route n'est pas facile, surtout la traversée d'Arlit au Niger vers Tamarasset en Algérie et à Nador au Maroc. C'est un autre monde. Moi, j'avais Boza Grand Bem. J'étais
entré par Séville, en passant par Tanger. J'avais choqué l'Espagne, mais j'avais été déporté pour le Cameroun. C'est Machiavel. On espère également que vous avez eu au moins quelque chose venant justement de l'OIM, ou en tout cas du gouvernement. Petit Jésus de Manchester, bravo pour la première fois. Je suis d'accord avec vous. Jean-Marie Mpi, c'est un grand bravo à Monsieur Zang pour son analyse. Zakora Steve, bravo pour votre pertinence, Monsieur Zang. Petit Jésus de Manchester, bon d'accord. Christian Diomoigné, Monsieur du régime du travail maintenant. Dans les radios, tu n'as pas de travail, tu donnes les mots de tête à la jeunesse Cameroun. Tu veux aussi être positionné pour gérer notre argent. Bon, c'est pas le cas en tout cas. Bon, c'est normal. Christian Diomenier, la moto, c'est le travail après le bac au Cameroun pour les hommes et les femmes, la prostitution pour avoir de quoi manger avec un bac plus 5 en poche. C'est très malhonnête pour vous. Sergio Tachini, yes, je suis l'émission, c'est très intéressant. Zakora Steve, les Américains immigrent en Allemagne. John Sopro soutient au président du Parti républicain, le docteur Jos Gilbert Bamola, il n'est pas sur ce plateau en tout cas. Orine Dobourian, John Sopros, vous allez tourner comme vous voulez. Un pays qui ne fait pas la comptabilité de son patrimoine étatique est voué à l'échec. Docteur GGB, digne fils de la République. Koné Oumar, je suis d'accord avec vous. Jean-Marie Pied, sachez une chose, la France compte plus de 4 millions de chômeurs. Un croque-mort, comme vous le dites, gagne à peine le SMIC loué en 2 pièces. Ça vous coûte environ 800 €. Bon, il y avait tellement trop de messages. Hein. Je vais vous lire en tout cas demain pour répondre en tout cas à vos questions. Monsieur Lipotier, on vous dit merci d'avoir été là ce matin. Un message justement à l'encontre des jeunes avant de terminer cette édition rapidement. Oui, parce que là, j'ai grignoté à la réalisation. Oui, oui. Je suis très heureux parce que ce qui nous réunit est plus important que ce que nous divise. Okay. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut multiplier les initiatives d'éducation à la migration. D'ailleurs, c'est valable sur d'autres fléaux dans notre environnement. C'est pour cela que nous sommes justement à Douala, comme je l'ai dit, pour aller aujourd'hui avec les camionneurs tchadiens, demain mardi avec les camionneurs camerounais, ainsi de suite. Et donc, nous allons continuer. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Tous ceux qui sont vraiment en situation compliquée à l'OIM. Bon, là, on a Quack Magazine, hein, c'est ça que vous avez fait, Quack Magazine. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est pour l'éducation à la migration. Nous le donnons gratuitement. Et ceux qui en ont besoin, je pense qu'on a des points de distribution ici à Douala avec les migrants qui sont rentrés, qui sont dans le programme, qui font ce travail de sensibilisation. Alors, le temps est parti. Merci beaucoup, monsieur Lipoti, d'avoir été là ce matin. Passez un parfum d'eau. Merci également à vous. Albert Anatola ici, merci. Merci également à Charles Elisan d'avoir été là ce matin. On espère le revoir dans les jours à venir. J'espère que tu vas appeler. C'est quand vous voulez. D'accord. Monsieur Lipoti, je suis avec vous. Merci d'avoir été là ce matin. Merci également d'avoir été devant vos petits écrans sur Facebook, sur WhatsApp pour nous écrire. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bonne semaine. Au revoir.